Super. Alors, hop. Alors, le docteur Boumouche m'avait dit de parler quand faire une biopsie. Ça, c'est une question que vous vous posez. Est-ce qu'il faut faire une biopsie ou pas quand vous avez un doute? Et là, bah, ça dépend. Je peux vous donner des noms de centres où vous allez avec 3 fois rien, vous allez avoir une biopsie. Il y a les Lucky Luke de la biopsie, et puis il y a la façon que moi j'adopte. Tranquille. Souvent, il n'y a pas besoin. On peut attendre. Quand est-ce qu'on va en faire une biopsie? Quand c'est un intérêt. C'est pas juste pour soi. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une biopsie. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. On utilise ce qu'on appelle, nous, un ponche-biopsie. C'est ce petit appareil qui fait entre 3 et 6 mm de diamètre, qui est en fait un bistouri circulaire. Donc, on endort la peau. Une fois qu'elle est endormie, on fait tourner le ponche, on prend une carotte de peau et on referme. Et il faut retirer les points, parce qu'on fait souvent un point. Donc, chez les enfants, honnêtement, c'est souvent très mal vécu, notamment chez les tout petits. Moi, j'ai eu des enfants, mais j'ai mis un quart d'heure à biopsier ce qui doit se faire en 2 minutes. L'enfant hurlait, se débattait, il était effrayé par tout ce qu'on prépare avant. Il y a des risques de cicatrices qui sont quasiment obligatoires. Bon, c'est minime, hein. Le délai de rendu, il est de plus de 2 semaines en général. Donc, si vous avez un diagnostic urgent, ça sert à rien. Ou alors, il faut appeler l'anapathe le lendemain en lui disant « je le veux sous 48 heures ». Alors, il faut savoir quand même qu'une anapathe peut être lue en 48 heures. Sauf qu'ils ne sont pas pressés, qu'ils prennent leur temps. Entre 2 parties de golf, ils lisent les lames. Et en général, c'est 2 semaines. Alors que ça se fixe en une journée et ça se colore en une journée. Donc, en 48 heures, ça peut être lu. Il faut un bon, ou voire un très bon dermatopathologiste. Je dirais que quand cliniquement c'est simple, histologiquement c'est simple. Quand cliniquement c'est compliqué, histologiquement c'est souvent compliqué. Et si la clinique est peu parlante, l'histo ne nous dira rien. Et parfois, moi j'ai mes jeunes, c'est toujours, enfin c'est avec l'âge qu'on prend un peu de recul, je dirais. Et mes assistants disent il faut faire une biopsie. Je dis mais là tu vas avoir un infiltré inflammatoire de la jonction épidermique qui va te dire qu'il y a un peu de spongiose, un peu d'hyperkératose. C'est-à-dire cliniquement, il y a des moments, on connaît la réponse de l'anapathe. Et le jour où j'avais dit ça, c'est exactement le compte-rendu anapathe qu'on a lu. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on sait ce qu'on va voir à l'anapathe. Donc voilà comment ça se passe. Et ça, donc là, c'était une photo pas d'un enfant, c'était sur une poitrine. Hein, vous voyez, on endort, on tourne, on prend un morceau une carotte qu'on met dans du formol et on referme derrière. Donc ça peut paraître assez simple. Avec l'expérience, le plus long, c'est de préparer le matériel. Après, il y en a pour 2 minutes. Donc, quand faire une biopsie? Si on craint un cancer, évidemment. Là, c'est un enfant qui avait 2-3 ans, qui avait ce nodule qui est apparu très très vite, en moins de 15 jours, je crois. Et un nodule ferme comme ça, rond comme ça, en dôme, nous, on a une hypothèse. La première, c'est le lymphome. C'était pas un lymphome, c'était une piqûre d'insecte. Et en fait, c'était probablement ce qu'on appelle un Tibola, qui est une rickettsiose qu'on trouve surtout dans les forêts de l'Est de la France, qui donne cet aspect, ça évolue vers une escarre et une cicatrice définitive. Sur la lésion du milieu, c'est un gros nodule sur un névus congénital géant. C'était un mélanome, heureusement qu'on l'a biopsié. D'ailleurs, on a fait une exérèse d'emblée. Et à droite, on me l'adressait pour suspicion de mélanome. Lésion pigmentée noire, très noire, hein, c'est noir, sur peau claire. Ça vous inquiète? La première fois qu'on en voit un, oui, parce que ça a toutes les caractéristiques du mélanome. On va avoir une petite asymétrie, une bordure légèrement irrégulière. Sauf que déjà, le mélanome chez l'enfant ne se présente pas comme ça. C'est souvent moins noir que ça. Et quand on regarde au dermatoscope, et même sans dermatoscope, on peut faire le diagnostic de ce qu'on appelle un névus de Reed, R-E-E-D, qui est ce type de névus extrêmement noir, qui donne un aspect un peu en feu d'artifice au dermatoscope, avec des petits pseudopodes en périphérie, très très réguliers en fait. Donc avec l'expérience, on ne fait même plus de biopsie. Moi, mon tout premier, j'ai fait une biopsie exérèse. Et puis après, bon, pas de danger. Il y a d'autres néoplasies. Tout ça, ce sont des histiocytoses. Là, vaut mieux une biopsie. D'accord. Toutes celles-là, à ma connaissance, ont eu des chimiothérapies. Peut-être pas la toute première, puisqu'il n'y avait qu'une lésion, et c'était une histiocytose, vous savez, les histiocytoses auto-involutives de Hashimoto-Pritzker.
Donc la première n'a pas eu de chimio, toutes les autres ont eu des chimios. Celle de droite, où vous avez ces petites papules péribuccales qui en fait s'aggravaient avec le temps, c'est ce qu'on appelle un xanthoma disseminatum. Une histiocytose qui n'est pas grave, mais qui s'aggrave avec le temps et qui donne des papules au niveau du visage extrêmement affichantes. Donc elle est sous chimiothérapie aussi. Là, je les confie aux hématologues, évidemment. Quand faire une biopsie, si vous avez une dermatose chronique sans diagnostic et que cela peut impacter le traitement. Si vous avez un eczéma ou un psoriasis, vous hésitez, c'est pas très grave. Ça se traite à peu près de la même façon au début. Là, on suspecte un lupus. Là, c'est intéressant de faire une biopsie et une immunofluorescence si, en fait, on n'a même pas eu besoin de le faire. Alors, par contre, j'ai 2 spots. Alors, c'est bien que les gens me voient, mais possible de les baisser ou pas? 2 spots dans les yeux, là. Donc là, le bilan immunologique, retrouver un lupus, donc on n'a même pas eu le temps de faire la biopsie, ça n'a pas été très utile. Autre cas de lupus, des lupus néonataux. Est-ce qu'il faut le faire? Je suis pas sûr. Si la maman a un lupus, là, ils ont des lésions qui étaient très évocatrices de lupus. Hein, à gauche, vous avez, alors malheureusement, c'est un peu flou toujours. Vous avez des lésions, pour nous, ce qu'on appelle de lupus cutané chronique, c'est-à-dire, là, il n'y a que moi qui suis illuminé, là. Des lésions un peu atrophiques, érythémato-squameuses en périphérie, c'est typique d'un lupus pour nous. Sur le deuxième, vous aviez des lésions atrophiques punctiformes du front, très évocateurs dans un contexte de lupus familial, donc il n'y a même pas besoin de faire une biopsie. Et là, vous avez des lésions un peu plus fugaces, un peu en loup, un peu atypiques sur la lésion de droite. Pareil, ici, un diagnostic de lupus maternel. Moi, je préfère faire des facteurs antinucléaires à la maman que de faire une biopsie à l'enfant. Sur des génodermatoses, ça peut être intéressant. À visée diagnostic, pronostic et pour un conseil génétique. En haut à droite, vous avez une épidermolyse bulleuse héréditaire, une petite qui a commencé à buller dès les 24 premières heures de vie. Je ne me souviens plus si c'était une jonctionnelle ou une dystrophique. Elle est décédée en 3 mois. Mais sur l'histo, on le savait que le pronostic était épouvantable. En bas, c'est une incontinentia pigmenti. Ça a un intérêt pour le suivi. Vous savez que ça peut donner des AVC, que ça peut donner des atteintes ophtalmologiques. Donc, c'est intéressant quand même de confirmer le diagnostic histologique. Et là, je peux vous garantir qu'il faut un bon dermatopathologiste. C'est pas l'anapathe qui lit de temps en temps de la peau qui fera le diagnostic d'incontinentia pigmenti. Dans les ictioses, c'est plus discutable. Parce qu'on va nous dire c'est une ictiose par prolifération kératinocytaire. Et ça, on le sait sur la clinique. Donc, ça peut avoir un intérêt de conseil génétique. Alors, là, pour celui-là, les parents n'ont plus voulu d'autres enfants, parce que c'est un bébé collodion, vous voyez. Ça a été un gros traumatisme pour les parents, puis ils n'avaient plus 20 ans, donc ils ont dit on s'arrête là. Cet enfant, je l'ai revu encore il y a 15 jours, il va très très bien, maintenant il a plus de 10 ans. Donc malgré des cas très sévères, on peut avoir... Donc dans ces cas-là, oui. Après, psoriasis versus eczéma, on n'en a rien à faire, ça ne changera pas. Sauf si on veut mettre une biothérapie, mais le jour où on met une biothérapie, en général, la dermatose est suffisamment spécifique cliniquement. Pour savoir, il y en a qui aiment bien savoir, mais si ça ne change rien, je ne vois pas l'intérêt de traumatiser un enfant. C'est comme les prises de sang inutiles. Hein. Pour montrer que j'ai raison, ça peut être intéressant. Pour montrer qui est le chef. Mais bon, je suis d'une autorité naturelle pour ça. Pour faire plaisir aux parents, jamais, jamais, on ne soigne pas un enfant pour les parents, on ne fait pas de biopsie pour les parents qui veulent savoir. Pour faire plaisir aux collègues, grosso modo, on me l'adresse pour biopsie. C'est moi, si je biopsie, c'est moi qui décide. Si lui pense qu'il faut faire une biopsie, qu'il la fasse. Si moi je considère qu'il ne faut pas la faire, je ne la fais pas. Hein, donc, faut pas, c'est pas toujours utile. Donc ça, c'est important. Ça va vous situer mieux la biopsie? Ne nous harcelez pas pour ça. Allez, on enchaîne sur la clinique. À des enfants? 2. Il y a très peu d'indices. Alors, c'est aussi avec l'expérience. Je ne veux pas me faire le vieux dermatologue, ça me gêne beaucoup. Mais moi, je pense que, par exemple, je sais que dans certains services, c'est 2 par jour. Voilà, mais je déconseille. Je dis, alors, il y a des gens qui ont des dermatoses, par exemple des parapsoriasis en gouttes, des choses comme ça, où le diagnostic, il est clinique et confirmé par l'histologie. Avec l'expérience, on fait le diagnostic cliniquement. C'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. Si on veut les soigner, il faudrait les mettre sous métaux, ce qui parfois est excessif sur une dermatose sans fort retentissement. Et moi, ça m'est arrivé de leur dire, des gens qui me disent, j'aimerais bien un deuxième avis, je vais aller à Necker. Pas de problème. Je dis, mais alors, je vous préviens tout de suite, vous êtes sûr d'avoir une biopsie? Pof, à chaque fois, ils avaient des biopsies. Je pense que ça ne sert à rien, qui confirmait ce qu'on voyait cliniquement. Donc, c'est vraiment
Alors moi, mes jeunes assistants vont faire plus de biopsies que moi, c'est clair, hein. Mais moi, je dois en faire 2-3 par an, pas plus. Ça, j'en avais jamais vu depuis, alors je fais de la télémédecine, de la téléexpertise depuis 10 ans et depuis février, on l'a ouvert aux médecins de ville, donc médecins et infirmiers, donc pédiatres, généralistes, dermatologues, tout le monde peut nous solliciter dans le secteur. Et ça, je n'en avais pas vu, ou j'en avais vu un en 20 ans. Et grâce à la téléexpertise, j'en ai vu plein. Hop, les mêmes tableaux. Aspect souffleté du visage, lésions, dites en guirlande. C'est incroyable, hein? Ouais, mégalérythème. J'en avais jamais vu. C'est dit en guirlande. Ouais, bon, je sais pas où il y a des guirlandes là, moi, mais. Mais non, mais. Ah ben non, mais c'est vous qui avez parlé de guirlande, hein. Moi, j'ai rien dit, hein. Non, mais il y a cet aspect vraiment caractéristique d'aspect souffleté et de petites macules qui sont particulières. C'est pas l'exanthème morbilliforme de la roséole, de la roséole infantile ou de la rubéole ou de la rougeole. Ce sont des grosses macules qui effectivement touchent de façon prédominante les bras et toujours cet aspect un peu joufflu rouge de l'enfant qui va bien. Alors, il y en a plein actuellement chez nous. Hein, et puis des plus grands, vous voyez. Donc je vous rappelle, hein, parvovirus B19, ça donne le mégalérythème, ça donne le purpura en gants et chaussettes, plutôt chez le grand et l'adulte, mais ça peut donner des urticaires, du génotique rostite, tout un tas d'autres pathologies. Le seul problème, c'est la maman enceinte, hein, je vous rappelle. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'est le papa, une histoire où il y a tout ça. Le papa vient pour un purpura en gants et chaussettes. Donc, a priori, parvovirus B19. Alors, il y a d'autres virus qui peuvent le donner. Je lui dis, est-ce que votre enfant a eu une infection récemment, une éruption? Il m'a dit, oui, il a eu une urticaire il y a 15 jours. Bon. On reprend l'histoire, c'était pas une urticaire, c'était ça. Je fais le diagnostic, ça confirme la sérologie, la séroconversion chez le papa. Donc, ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un enceinte dans la famille? Oui, ma femme est enceinte de 8 mois. Qu'est-ce que je fais? Vous en parlez au gynéco. Je ne suis pas gynéco, moi. Et ça s'est très bien passé, mais le gynéco l'a suivi toutes les semaines par échographie. Elle a fait une séroconversion. Et ils avaient une nounou qui n'avait pas dit qu'elle était enceinte, et elle était enceinte du premier trimestre. Donc, non, vous n'avez pas besoin de s'embrasser pour avoir un mégalérythème. Non, mais c'est une question pour un concours, pour un examen. Hein. On avait tout dans la même histoire, quoi. Et donc, la seule question, c'est ce qu'il y a une grossesse dans l'entourage. Autrement, c'est parfaitement bénin. Oui, ça peut donner des anémies, oui. Ouais. Ça peut aggraver des anémies, absolument. Ça peut donner aussi des arthrites, ça peut donner tout un tas de symptômes. Mais en dermato, en général, on a essentiellement des lésions bénignes. Cas clinique numéro 13. Ah, j'ai laissé le nom du médecin, c'est pas grave. Aucun antécédent familial. Durée de l'évolution de la dermatose indéterminée. Là, on est aidé quand même, hein, vous remarquez. On ne sait pas depuis quand ça date. Et puis, des lésions des strides depuis de nombreux mois. Pas de pieds, mains, bouche. Pas de lésions cutanées, uniquement sur les orteils et pas sur les mains. Vous avez ça. Je suis sûr que vous en voyez tous les jours. Pourquoi du psoriasis? Parce que dès que c'est sur l'ongle et que c'est pas un champignon, c'est un psoriasis, quoi. Bon, quoi? Qu'est-ce que vous avez là? Ah, ma réponse, façon marocaine, hein. Oh là là, s'inquiète pas, hein. J'ai essentiellement strie longitudinale avec les géronicolis distales et le conichi. Donc là, je montre que je fais une belle analyse sémiologique. Le contexte familial, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, peut orienter vers un psoriasis, mais sans certitude en l'absence d'autres signes, parce qu'il n'y a aucun signe de certitude là pour un psoriasis. Autre hypothèse, dico de plan, pelade, alopécie. Dans tous les cas, ça ne suffit pas de traitement pour l'instant. Aussi, je propose que vous la revoyez dans 3 mois, et si ça persiste, nous recontacter. Voilà, on est à la limite du normal. C'est ça le message, quoi. Mais j'ai montré que j'avais réfléchi. On enchaîne sur les ongles de l'enfant? Allez. 2 principes clés. Quand vous envoyez quelqu'un à un dermatologue, dites-lui d'enlever les vernis à ongles. On examine toujours les ongles en dermatologie. Et quand il y a une maladie sur un ongle, on regarde tous les ongles. Et je vous rappelle qu'on en a 20. On n'a pas que des ongles aux mains, hein, sur les pieds. Ça peut aider. Hein, donc ça, c'est vraiment important quand vous examinez les ongles. Donc rapidement, ce n'est pas très grave, vous allez avoir tout ça. Je vous rappelle rapidement l'anatomie de l'ongle. L'ongle, ça pousse au niveau de la lunule. C'est la partie blanchâtre, un peu convexe à la racine de l'ongle. Et la tablette inguéale
évolue progressivement vers la distalité. On a différents replis. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la matrice de l'ongle est très très proche de l'os, et notamment des tendons. Hein, donc la structure inguéale, les rhumatologues voudraient quasiment s'approprier l'ongle. La vitesse, ça pousse très lentement un ongle. Chez un adulte, un ado, un ongle d'orteil, ça met 9 mois à pousser. Chez un enfant, c'est plus court. Un ongle de main, ça met 6 mois à pousser. Donc si vous avez une anomalie de l'ongle, vous pouvez la dater. Pas besoin d'être médecin légiste. Vous pouvez dire c'est au milieu de l'ongle, ça date de 3 mois. Si c'est une atteinte a priori d'origine matricielle. Et là, on voit très bien, c'est quoi là sur la photo? Ça, vous en voyez tous les jours là? Non, une onychomadèse. Poste, pied-main-bouche. Hein, vous voyez, c'est l'ongle qui s'élimine et les parents sont super inquiets, l'ongle est en train de partir. Non, c'est l'ongle qui repousse, qui pousse l'ongle qui a arrêté de pousser. C'est une onychomadèse. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette photo parce qu'on la reverra. Cet enfant venait pour le névus, la mélanonichie médiane, et le temps qu'ils prennent le rendez-vous, il se fait un petit hématome que la maman n'avait pas vu, et pour cause, l'enfant lui en parle pas parce qu'il s'était coincé le doigt dans la porte, et là encore, les parents, arrête de claquer les portes, enfin, vous connaissez, vous avez été parents vous aussi, donc il s'était claqué l'ongle, et vous voyez, 2-3 mois après, l'hématome s'élimine, atteinte de la matrice, petite hémorragie matricielle, alors que le névus, qui est fixe, ne bouge pas. L'ongle normal. Les nouveau-nés ont des ongles extrêmement altérés qui ne vous préoccupent pas parce que vous avez l'habitude de les voir, mais vous n'avez pas mis de nom à toutes ces petites anomalies. Donc déjà, l'ongle de l'enfant, il est mou. Ce n'est pas un ongle dur comme l'adulte. Il peut être long, et on a un aspect de chevron, comme les chevrons des militaires, hein, sur les épaules, qu'on ne voit pas chez les grands enfants. L'ongle du gros orteil, comme il est court, peut entraîner une incarnation distale, mais aussi des bourrelets latéraux, voire des panaris latéraux, qui sont tout à fait bénins et pas du tout infectieux. Et comme le plus grand traumatisme de la vie, c'est la naissance, tout stress peut entraîner un arrêt de croissance transitoire de l'ongle, et vers 6-8 semaines, on voit apparaître des lignes de Beau, c'est-à-dire des vagues sur l'ongle qui correspondent au traumatisme de la naissance. Voire, ça m'est arrivé de voir des onychomadèses, c'est-à-dire un arrêt transitoire complet de pousse de l'ongle et une repousse de l'ongle sain qui élimine finalement l'ongle qui a arrêté de grandir. Donc voilà des exemples, hein. Pour vous c'est normal tout ça, hein, des colinischies. L'onychoschisie, vous connaissez? Schisie, c'est quand on est schizo, c'est quoi? On a 2 personnes, donc une onychoschisie, c'est l'ongle dédoublé. Donc ça, c'est physiologique chez le tout petit enfant. Hein. Après, ce sont une pathologie très féminine, ça. J'ai les ongles qui se dédoublent. Vous avez dû avoir entendu ça. Les bourrelets latéraux, alors celui-là, il est un peu tardif. Il avait 2-3 ans. Je n'avais pas envie de le faire opérer. Je lui dis, on attend encore. Les panaris néonataux. Les enfants naissent ou dans la première semaine de vie, ils ont cette inflammation nécrotique et pustuleuse, périinguéale. C'est probablement une pathologie de l'accommodation au niveau nouvel environnement. Comment? Non, on fait rien. Ça s'élimine tout seul, ça sèche. Hein, voilà, à droite, vous aviez l'onychomadèse néonatale, un enfant qui, au bout de 1 mois, 2 mois, cette onychomadèse, ses ongles qui se décollent, comme vous avez vu tout à l'heure en bas à droite. Donc, chez le plus grand, il faut savoir que vous aussi, hein, dès que vous avez un traumatisme, une infection, un stress, vous pouvez avoir, entre guillemets, un ressenti sur la matrice inguéale qui va synthétiser de façon anormale ou arrêter de synthétiser de l'ongle. Si c'est juste une petite synthèse anormale, vous allez avoir ces leuconichies transverses que tout le monde a eu un jour ou l'autre dans sa vie. C'est absolument bénigne, c'est pas lié à un déficit en calcium, c'est pas lié à une pathologie métabolique quelconque, hein, c'est juste un stress matriciel. S'il est plus important, c'est au milieu, c'est un enfant qui avait une dermatite atopique, et en fait, chaque poussée de dermatite atopique périinguéale crée un stress sur la matrice, et il y a un arrêt transitoire de croissance, ce qui donne cet aspect en vague de l'ongle, ce qu'on appelle les lignes de Beau, et donc au maximum, s'il y a un arrêt complet de croissance de l'ongle, on a une onychomadèse, avec l'ongle normal qui repousse l'ongle qui ne grandit plus. D'accord? Donc ça, on est dans le normal. Mélanonichie. Mélanonichie, ongle noir. Chez l'adulte, on pense qu'à une chose.
Mélanome. Ça existe chez l'enfant, mélanonichie qui révèle un mélanome? Ça n'a jamais été rapporté. Donc, déjà, vous pouvez les rassurer. Quelle est la plus fréquente des mélanonichies de l'enfant? Névus? Vous ne devez voir souvent des ongles d'enfant, hein? C'est la crasse. Ça reste la crasse. C'est une mélanonichie distale, stricto sensu. Mais vous vous marrez. Mais on m'a déjà adressé des enfants où je fais le diagnostic de dermatose en terre sèche. Dermatose en terre sèche, c'est un terme médical pour dire crasse. D'accord? Mais ça, attendez, on m'a envoyé des enfants pour ça. À l'hôpital. Bon, synonyme, si vous voulez, dermatose saponiprive, ben, c'est de la crasse. Et le diagnostic, il est simple, je vous rappelle, hein, vous prenez une compresse, un peu d'eau, et vous montrez qu'il suffit de passer un coup de savon. Principal diagnostic différentiel, il faut quand même être prudent avant d'aller trop vite vers la dermatose saponiprive, c'est l'acanthosis nigricans, hein, qui peut donner un aspect très sale, avec des moqueries à l'école. Donc ça, il faut bien expliquer que c'est pas du tout un problème d'hygiène. Hein, ça peut vraiment prendre le même aspect. Alors je vous rappelle, c'est surtout lié à l'insulinorésistance, diabète, obésité. Nous, on le voit surtout chez des petits obèses, hein, honnêtement, ou des diabétiques obèses. Donc c'est une hyperpigmentation qui prédomine dans les plis, mais tous les plis, vous voyez, plis axillaires, le cou, même parfois j'en ai vu au niveau des doigts. C'est un aspect velouté à la palpation, hein, pas du tout l'aspect sec de la dermatose en terre sèche. Papillomateux, presque verruqueux parfois. Et ça ne disparaît pas si vous essayez de nettoyer, hein. Même si c'est un aspect crasseux, ça peut vraiment altérer la qualité de vie. Donc, il faut pas le négliger complètement, même si on n'a pas vraiment beaucoup de réponses. Donc, la prise en charge, c'est la réduction pondérale. Moi, j'essaye parfois les rétinoïdes, qui sont ce qu'on donne dans l'acné, la trétinoïne ou la dapalène, qui sont des crèmes qui vont réduire la prolifération des kératinocytes. Ça marche un petit peu, on peut mettre des kératolytiques, de la vitamine D. Certains proposent des préparations magistrales, mais vous voyez, on retrouve la trétinoïne. L'hydroquinone, je trouve que c'est un peu excessif, c'est un dépigmentant. Mais un problème, c'est que c'est un dépigmentant qui peut donner des dyschromies définitives. Donc moi, je suis pas fan de l'hydroquinone. Et l'acide trichloroacétique, qui est aussi un produit réducteur, hein, c'est faire une espèce de peeling finalement sur l'acanthosis. Certains ont proposé les rétinoïdes, voire la metformine, indépendamment de tout diabète. Personnellement, je pense que c'est un peu excessif. Alors le laser, pareil, ça me paraît un peu excessif. Donc ça, je pense que vous en voyez régulièrement et malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses à apporter. Bon, allez, on retourne au mélanonichie. Adrien, 8 ans, consulte pour une pigmentation de longue découverte il y a un certain temps. Il y a combien de temps? Au moins 6 mois. Ben oui, parce que il y a une synthèse au niveau de la matrice. Vous voyez que la mélanonichie débute au niveau de la matrice. Elle débute en proximale. Et le névus va pigmenter la tablette ingéale qui va s'éliminer progressivement. Donc, c'est au moins 6 mois, là. D'accord? Donc, la mélanonichie, elle est régulière, en couleur, en taille. Elle ne s'élargit pas à la racine. Elle est très ancienne. Donc, c'est un névus matriciel. Est-ce qu'on opère? Est-ce qu'il y a une raison carcinologique de l'opérer? Grosso modo, est-ce que ça peut se transformer en cancer? Non, mais est-ce qu'on l'opère? Oui. Moi, je l'opère, oui. D'abord, c'est vilain. Et cet enfant, il avait 8 ans. Donc ça, il va la garder à vie. Et un jour ou l'autre, il va se traumatiser l'ongle. Un jour ou l'autre, quelqu'un va dire « Oh là là, ça s'est un peu écarté, il faut l'opérer en urgence. » Donc ça s'opère par un bon chirurgien de l'ongle, tranquillement, sans urgence. Là, on est vraiment sans aucune urgence. Et ça, c'est simple en faire pour un bon chirurgien. Il fait une anesthésie en bloc du doigt. Il va faire un punch assez gros pour enlever la tablette ingéale, qu'il va décoller. Il va faire un punch sur le névus, plus petit, de la taille du névus. Il va reposer l'ongle qu'il a enlevé. Et il n'y aura aucune cicatrice derrière et le névus va disparaître. Donc c'est de la jolie chirurgie sans aucune conséquence pour l'ongle. Puis on ne sera pas embêté, il n'y aura pas de chirurgie en urgence. Donc l'angoisse et le mélanome, donc ça n'existe pas chez l'enfant. Il faut considérer que ça n'existe pas. Si vous voyez le premier mélanome, il faut absolument le publier, révélé par un mélanonichie chez un enfant, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de cas rapporté. Donc ça, c'est des exemples qui sont issus de la littérature, vous avez les références. Donc c'est une mélanonichie acquise, irrégulière, qui va s'élargir à la base,
des couleurs souvent inhomogènes, avec un débord cutané, c'est-à-dire que le mélanome va proliférer partout, et c'est ce qu'on appelle le signe de Hutchinson. Et là, ce sont des mélanomes, et enfin, il n'y a pas de névus acquis de longue chez l'adulte, il faut qu'on sache que ce sont des mélanomes. Donc, si vous voyez très fréquemment, ce sont ces mélanonichies, coloration brun-noir de longue, qui sont des mélanonichies mécaniques. Mais quand vous là sont deux, ça là c'est un hématome et des mélanonichies ethniques à droite, on va revenir dessus. Donc vous regardez dans votre analyse si elle est unique ou si elle est multiple. Mélanonichie multiple, c'est très rassurant, ça peut pas être tumoral. Si elle est localisée ou linéaire, grosso modo, est-ce que vous avez un petit point noir ou est-ce que vous avez une ligne noire, ce qui vous permet de situer l'anomalie sur le lit de l'ongle. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est intense, pas intense? Quelle est l'ethnie? Et l'ethnie, c'est phototype 4, c'est-à-dire méditerranéen, asiatique et noir. On sait qu'on peut, enfin phototype 5, 6, Afrique subsaharienne, on sait qu'on a des mélanonichies extrêmement fréquentes, même chez l'enfant, qui sont absolument bénignes. Et est-ce qu'il y a des étiologies faciles, comme des traumatismes, des maladies générales, certains médicaments, comme par exemple les cyclines, qu'on va donner chez les adolescents pour l'acné, qui peuvent donner des mélanonichies. Alors oui, le tabac donne des mélanonichies un peu marronâtres, mais vous n'êtes pas tellement confronté chez l'enfant. Alors ça, ce dessin, c'est juste pour illustrer que si on a un névus du lit de l'ongle, on va avoir une ponctuation et en principe sans pigmentation de la tablette inguéale qui est synthétisée en amont. Si on a un névus de la matrice, on va avoir une pigmentation de tout l'ongle en aval. Donc les localisées, elles sont traumatiques, hémorragie, mélanonichie de friction, les mycoses, les verrues peuvent en donner, les névus du lit de l'ongle. Si elles sont longitudinales, c'est qu'il y a une atteinte matricielle, et on est sur la matrice, sur le névus essentiellement, ou sur des mélanonichies multiples débutantes. Donc voilà des mélanonichies par traumatisme. C'est plus rougeâtre. Alors si vous avez un dermatoscope, nous on peut regarder, on voit le caractère hémorragique, avec une espèce, presque l'impression de voir les hématies, un semi-d'hématie, un peu rougeâtre, et ça s'élimine avec le temps, donc aucune inquiétude à avoir. Si un hématome sous-inguéal, vous l'évacuez, ça peut faire très très mal. Vous savez, avec un trombone passé à la flamme. Alors deux choses. Le trombone, vous ne le tenez pas à la main. La première fois que je l'ai fait, je l'ai tenu à la main parce que c'est un super conducteur. Je me suis brûlé. Et deuxième erreur, ne vous mettez pas juste dessus parce qu'il y a une telle pression que ça peut donner un jet et donc ça peut vous éclabousser le visage. Bon, en général, les enfants ne sont pas tellement infectés, mais bon, sur le principe, on n'aime quand même pas trop. Donc vous tenez avec une pince ou avec un gant épais et vous mettez à distance. Les enfants, ils le vivent assez mal, moi je trouve. Ils ont très peur, je pense, assez raison. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est que s'ils retirent leur ongle ou s'il est très superficiel, on peut les brûler, en fait. Donc, faire attention. Donc, les mélanonichies par friction, ça, c'est très fréquent, notamment chez les petits footballeurs. Alors, je sais qu'on est dans un pays de footballeurs. Et en fait, les parents, vous savez, ils achètent des chaussures pour 2 ans. Donc, ils les achètent trop grandes. À un moment, c'est bien, à la fin, c'est trop court. Même ça coûte cher, les chaussures de foot, surtout pour avoir les plus belles. Et donc, ça donne des frottements. Quand c'est trop court, ça donne des frottements. Quand c'est trop long, ça donne des frottements. Donc, c'est pas rare d'avoir des zonicopathies mécaniques. Et donc, sur peau pigmentée, ça va pigmenter. Les infections, c'est souvent une sémiologie beaucoup plus riche. Vous savez que les mycoses peuvent donner des mélanonichies, mais on a souvent une pachyonychie associée. On a la notion d'évolution de la distalité vers la zone proximale. Donc, on a une sémiologie beaucoup plus riche. Là, à droite, vous avez des verrues sous-inguéales qui peuvent être un peu hémorragiques, comme toutes les verrues. Et vous voyez cet aspect un peu mélanonichique, mais le diagnostic, il est évident, il est clinique. Le névus sous-inguéal, bon, on en a déjà pas mal parlé, je ne sais pas pourquoi je l'ai rajouté. Donc ça, sont différents exemples. Vous voyez, les mélanonichies sont vraiment très homogènes en couleur. Celle en haut à droite, on peut se dire, tiens, il y a un élargissement de la racine. Oui, mais parce qu'il était débutant à ce moment-là. Donc, ça n'en fait pas pour autant un mélanome. La mélanonichie est très régulière en couleur, notamment. Oui, ce sont des traits vraiment tirés à la règle, quoi. L'onychotrichie, vous en avez déjà vu? Onycho. Ongle, trichie, poil sous l'ongle. Vous en avez déjà vu? Sûr? Mince. Moi, j'ai vu cet enfant et on est content d'avoir pu mettre dans son cabinet de consultation. C'est une de mes internes qui voyait ça. J'ai dit, oh, bizarre,
poil sous l'ongle, j'ai jamais vu ça. Et la maman racontait, le poil, elle le coupait, et comme ça pousse plus vite qu'un ongle, elle le coupait plus souvent que l'ongle. Elle essayait de le tirer, ça partait pas. Et donc, hop, PubMed, onychotrichie, on voit des cas, ça colle, c'est absolument ça. C'est pas dangereux, ça ne se transformera pas. On ne sait pas si c'est une métaplasie ou un amartome. Un amartome, ça veut dire une anomalie congénitale de l'épiderme, de l'épiderme du lit de l'ongle. Une métaplasie, finalement, c'est une transformation dans la maturation des cellules qui s'orientent vers un follicule pileux. Donc on peut là proposer une abstention, il faudra juste couper le poil, soit une chirurgie, c'est proposé. Alors je le vois, on fait un petit tour sur PubMed, pof, on trouve des cas, ça suffit. Et en fait, bon, nous on l'a fait, on l'a publié en FMC, c'est le 5e cas mondial seulement, publié. Donc vous avez une chance là, vous voyez, vous avez un moment fort. Non, parce que moi c'est jamais une situation, un ongle sous le poil, c'est marrant, mais bon, non, il n'y a eu que 5 cas publiés. Et c'est intéressant parce que en reprenant les 5 cas, 3 enfants, 2 adultes. Et 3 enfants, c'était sur des orteils. Les 2 adultes, c'était sur les doigts des mains. C'était toujours acquis. Donc ça oriente plutôt vers des métaplasies que vers des amartomes. Et récemment, j'ai vu ça et je me suis dit, j'ai peut-être la solution. C'est un enfant que j'ai vu pour un psoriasis ingéal qui n'avait pas ça. Et là, je n'ai pas regardé au dermatoscope, j'ai regretté parce que je me suis dit, c'est peut-être une autre onychotrichie ou alors une hémorragie en flamèche. Si c'est une onychotrichie, j'ai l'ongle avant, on a une belle onychodystrophie psoriasique sans onychotrichie. L'onychopathie psoriasique guérie, on a une onychotrichie, donc là, on serait vraiment sur une métaplasie. Donc, peut-être qu'à un prochain congrès, je vous dirai, vous aurez un scoop sur ce qu'est vraiment l'onychotrichie. Mélanonichie multiple, ça vous en voyez plein, ce sont des mélanonichies le plus souvent ethniques qui débutent dans l'enfance ou à l'adolescence. Ça, c'est le plus fréquent, on va revenir dessus. On a des médicaments chez l'enfant, essentiellement les cyclines. L'hydroxychloroquine, chez un enfant lupique, par exemple, qui va avoir 10 ans d'hydroxychloroquine, on peut avoir des mélanonichies. Après, vous voyez, ce sont des médicaments qu'on ne va pas donner sur le long cours. C'est vraiment au long cours, hein, si vous faites une cure d'écotéconazole à un enfant qui a un ado qui a une mycose, il ne va pas faire des mélanonichies. On a quelques maladies systémiques, mais je n'ai jamais vu, là encore, de maladies systémiques révélées par des mélanonichies. Je n'ai jamais vu un Cushing révélé par des mélanonichies. Hein, c'est dans le cadre d'une maladie où on va en avoir, on va dire, c'est lié à sa maladie. Donc, les mélanonichies ethniques, enfants originaires d'Afrique, d'Asie, de couleurs plus ou moins intenses, variables, non systématisées, d'un ongle à l'autre, elle peut être plus fine, plus large, plus sombre, plus claire. Et ça peut toucher tous les ongles, plutôt ceux des pieds, puisqu'il y a des traumatismes en plus matriciels du fait du port des chaussures. Donc, pas de bilan, aucun bilan, en l'absence de point d'appel. On ne va pas chercher un Cushing sur des mélanonichies, c'est un petit enfant à phototype 5 ou 6. Donc, on a d'autres traumatismes agéaux, sans mélanonichie, évidemment. L'onychophagie, ne me demandez pas de solution, je ne sais pas comment faire chez les onychophages. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu une publication récente qui associe une appendicite à une onychotrichie. Il montre une belle photo, c'est la photo de l'anatomopathologique avec l'ongle qui s'est encastré dans l'appendice. Donc, vous pouvez essayer de les convaincre comme ça, mais je trouve que ça ne marche pas tellement. Donc, il y a des complications infectieuses, c'est surtout ça qui pose problème pour le dermatologue. Bon, après, ce serait le témoin de petites anomalies de la personnalité. Je suppose qu'il y a quelques onychotrichiques dans l'assemblée, mais vous êtes sain psychologiquement, vous inquiétez pas. L'onychotyomanie, vous la connaissez celle-là? Tic de refoulement. Ça vous parle? Ce sont les gens qui font ça toute la journée. Et en fait, plus ils le font, plus ça les démange. Et ça va créer une gouttière susyngéale avec de multiples stries qui correspondent au traumatisme. Ça, moi, j'en ai vu uniquement chez des ados, pas chez des petits, ados et adultes. C'est surtout le pouce. En fait, il se gratte avec l'index et ça donne cette gouttière médiane, comme vous voyez là. Et donc, le seul traitement, c'est l'arrêt du tic. Point barre. Donc là, il faut leur expliquer que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour eux. Les onychodystrophies mécaniques, avec ou sans mélanonichie. Donc, chez le footeux, c'est vraiment très, très fréquent. Chez les runners, chez les adultes, on va en voir, chez les gens qui font de la course à pied, pardon, on va en voir aussi fréquemment. Ce sont des traumatismes répétés sur l'ongle lors de la course et ça peut donner tout un tas de dystrophies. Allez, on passe à l'inflammatoire. Donc, qui dit inflammatoire dit examen du tégument. Vous y connaissez un peu en ongle ou pas? Il y en a un qui se sent à l'aise là? Vous sentez le piège, hein? Ça, j'adore cette photo. Vous comprenez pourquoi?
c'est un pso. Et il y a une richesse sémiologique dans cet ongle qui est incroyable. Dans 1 cm², vous avez 10 symptômes. Vous les voyez tous ou pas? Alors, je vais rester là. Vous avez ici, maintenant il n'y a pas de flèche. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un micro. Voilà, merci. Vous regardez la lunule, ici. Une lunule, c'est régulier. Là, elle est comment? Elle est émiettée. D'accord? Premier signe. Deuxième signe, au sein de la lunule, vous avez des petites ponctuations rouges. Ça n'a pas de nom. Ça correspond à l'hyperpapillomatose que vous observez à l'histologie. D'accord? Vous avez un ongle qui est très court, plus court que large. Troisième symptôme. Vous avez un aspect rougeâtre. C'est ce qu'on appelle un aspect saumoné de la matrice. Vous avez un épaississement de l'ongle. Ça s'appelle une pachyonychie, comme pachyderme. Vous avez un aspect blanchâtre. Ça s'appelle une leuconychie. Vous avez des stries longitudinales et vous avez, là on ne le voit pas, des ponctuations en dé à coude, donc je ne sais plus à combien de symptômes on est. Et vous voyez là-haut les petits points noirs, c'est ce qu'on appelle des hémorragies en flamèche. Donc ça, dans 1 cm². Pas mal, hein? Il n'y a pas beaucoup de spécialités qui ont une telle richesse sémiologique. Et pas beaucoup, je ne crois pas en avoir oublié. Donc tout ça, ce sont des signes qu'on observe dans le psoriasis. D'accord? Et celui-là, il est beau, enfin, déjà la photo est plutôt de bonne qualité, parce que c'est pas toujours facile de prendre en photo les ongles. Alors en plus, l'ongle est un peu plat, mais je ne sais pas si c'est lié au psoriasis. Donc, mais non! Mais celui-là était tellement beau. Non, je vais vous en montrer des plus simples. Le plus classique, on va y venir, ce sont les ponctuations en dé à coude. Alors, nous, on avait fait une étude sur les psoriasis guéo chez les enfants. Et à gauche, vous avez les mains et tous les doigts. Et à droite, vous avez les orteils et tous les orteils. Et des deux côtés, droite-gauche. Parce que moi, spontanément, je me suis dit, c'est mécanique, il y a un phénomène de Koebner. Donc, on va en avoir plus sur la main dominante que sur l'autre main. Non. Au niveau des doigts, tous les ongles sont atteints avec la même fréquence, alors que sur les orteils, c'est l'hallux qui est le plus souvent atteint, de façon équivalente à droite et à gauche. Alors, je suis désolé, je vous ai laissé en anglais. Pitting, ça veut dire ongle en dé à coudre en anglais. Et c'est le symptôme le plus fréquent au niveau des mains. Alors qu'au niveau des pieds, c'est l'onycholie, c'est-à-dire le décollement distal de l'ongle qui est le plus fréquent au niveau des orteils. Donc, vous avez des lignes de Beau, hein, qui sont ces petites stries horizontales. Oil drop, c'est l'aspect saumoné, l'aspect un peu orangé, rouge de l'ongle. La pachyonychie, vous voyez, qui apparaît aussi assez fréquemment. Alors, le konichi, je pense pas. Après, on n'a pas tous forcément la même analyse de l'ongle. Alors, ce qu'on avait aussi montré, et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, attention, l'ongle, c'est proche de l'articulation. Et ça, on le savait déjà chez l'adulte, mais là, on l'a montré chez l'enfant que dès qu'on a une atteinte de l'ongle, on a un risque augmenté d'avoir une arthrite simultanée psoriasique. Et ça, on le savait chez l'adulte. Donc, voilà différents aspects d'ongles. Hein, ce qu'on va voir le plus souvent, je dirais, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, c'est-à-dire un aspect qu'on décrit légèrement saumonné, une ligne un peu triangulaire. Hein, elle n'est pas bien ronde, elle est légèrement triangulaire. C'est pas tout à fait normal, ça. Et des stries linéaires, un aspect saumonné, peut-être une très légère onycholyse distale aussi. Alors là, je vous ai pas mis de ponctuation en dé à coude parce que ça rend très mal en photo, hein, parce qu'il n'y a pas de modification de couleur notamment. Donc comme on est en 2D, on voit pas l'aspect un peu ponctué. Et donc, vous voyez là des ongles extrêmement atteints. Et moi, ça m'arrive de traiter par traitement systémique des psoriasis syngéo. En haut à droite, c'est un enfant qui est sous systémique. Parce que ça peut faire mal. Parce que socialement, c'est épouvantable. Alors, il y a un autre symptôme qui est cet aspect-là. Ce sont les ongles trop courts. Les ongles, vous n'avez jamais remarqué, en général, je suis en train de regarder les miens, c'est pas tout à fait vrai, ils sont au moins aussi longs que larges. C'est pas toujours vrai en fait, hein. Mais en principe ils sont. Et dans certains psos, ils sont très courts. Donc ça, c'est un petit signe de psoriasie. Donc, comment on traite le psoriasis syngéal? Prévention, éviter les traumatismes.
Il faut vraiment leur expliquer. Ils peuvent mettre du vernis, il n'y a pas de problème. Notamment chez les jeunes adolescentes et les jeunes femmes, elles cachent souvent leur psoriasis par du vernis. Traitements locaux, on va leur demander de faire des massages périmatriciels, de faire des massages sous-inguinaux en cas de décollement. Et certains font des injections intralésionnelles, donc de la matrice par des corticoïdes. Moi, je n'en fais pas. Et donc, on va, en cas d'atteinte très sévère, comme celle de droite, utiliser des systémiques conventionnels type méthoacitrétine, voire des biothérapies, ça arrive. Et donc, on traite en fonction de la gêne et du nombre de lésions. On traite surtout pas sur la demande des parents. Une autre maladie inflammatoire, là, on est sur le lichen plan. Lichen plan, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans les maladies prurigineuses, pas dans le lichen sclératrophique, l'atteinte vulvaire. C'est le lichen plan, avec l'aspect un peu très violine, strié des lésions sur la peau. On regarde toujours les ongles. Là, ça peut donner des onychodystrophies dramatiques définitives. C'est ce qu'on appelle des ptérygions. C'est-à-dire une espèce de synéchie de la racine de l'ongle au niveau de la matrice avec disparition complète, enfin arrêt complet de la matrice de l'ongle ou dystrophie complète à vie. Donc ça peut être une urgence thérapeutique, à visée esthétique, mais bon, c'est important quand même. C'est corticothérapie générale urgemment. Moi j'en ai vu très peu. Voilà un enfant par exemple qui a un ptérygion du deuxième orteil. Vous voyez, il y a une anomalie de synthèse de l'ongle. Et le gros l'hallux a un aspect un peu plat de l'ongle parce que là il y a aussi une destruction matricielle. Autre lichen qui peut donner des onychodystrophies, le lichen striatus. Vous connaissez le lichen striatus? C'est une blaschkite. Est-ce que c'est une blaschkite? Là je vous ai perdu là. Ouais. On se réveille. Non, docteur Boumouche, vous me les réveillez là, parce que là, ça va pas. Le Blaschkite, c'est une lésion inflammatoire linéaire qui suit les lignes de Blaschko, qui sont des lignes virtuelles embryonnaires. Et le lichen striatus, je suis sûr que vous en avez vu quand je vais vous montrer les photos d'après, ce sont des enfants qui brutalement ont une ligne inflammatoire qui ne gratte pas, parfois découverte fortuitement, qui touche souvent les membres. Et ça, c'est un lichen striatus très particulier parce qu'il touchait l'espace interdigital. Et ça peut donner, si la ligne de Blaschko touche un ongle, ça peut donner une onychodystrophie par, là aussi, anomalie transitoire de synthèse de l'ongle. Et vous voyez, l'ongle en bas à droite, il est trop fin, légèrement rouge, et l'ongle en haut à gauche a des stries linéaires sur sa partie interne. Donc ça, c'est directement lié au lichen striatus. Alors sur l'ongle, c'est assez rare, mais vous, c'est ça que vous observez. Ne me dites pas que vous en avez jamais vu. Vous en avez tous vu. Vous vous êtes dit, c'est une Blaschkite, c'est une mosaïque, c'est un lichen striatus. Tout ça, ça marche. Donc c'est quelque chose qui est acquis, bénin, transitoire. Transitoire, ça peut durer 18 mois quand même. Un transitoire donc, qui peut être un peu long. Et surtout, la dépigmentation, là je vous montre un exemple sur peau pigmentée, peut être très longue à disparaître. Donc ça rentre dans le cadre des syndromes paraviraux, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une maladie virale qui passe. Ça donne sur une zone sensible, donc cette ligne de Blaschko, avec une fragilité à cet endroit-là, cette éruption eczématiforme, linéaire, en petite macule, ça peut démanger, ça guérit en 3 à 18 mois. Comme c'est très long à disparaître, on va pas s'acharner, vous mettez des émollients, mais de la Nivea crème, c'est très très bien. Si ça démange, vous mettez des dermocorticoïdes. Là, dermocorticoïdes pour traiter le prurite du lichen striatus. Donc ça, vous en avez vu, je pense, c'est quelque chose d'assez banal finalement au quotidien. On a d'autres Blaschkites comme ça, comme le psoriasis linéaire. Nous, on avait fait une grande étude sur ce sujet-là en France. Ça, ce sont 2 enfants, pardon. Une petite qui avait un psoriasis linéaire quasiment hémicorporel parce qu'elle avait des lignes sur le bras, sur la cuisse, mais aussi sur le tronc. Et à gauche, enfin à droite pour vous, c'est un psoriasis linéaire uniquement de la jambe. Et là aussi, c'est intéressant. Moi, je pousse, je travaille avec des généticiens sur le psoriasis. J'aimerais bien qu'ils s'attardent sur ce genre de patients. Parce que pour comprendre la maladie, c'est super intéressant. Parce que là, on a une vraie mosaïque génétique entre l'atteinte, là où il y a le psoriasis, et la peau saine. Donc, ce serait super intéressant. Pour l'instant, pas grand monde travaille dessus.
Autre Blaschkite dont vous avez entendu parler, c'est le fameux Neville, qui est un peu différent. Je trouve que c'est pas tellement psoriasique. Il y a des lésions un peu psoriasiques sur les zones de frottement, mais on a plus, je trouve, un aspect atrophique, érythémateux, un peu fripé de la peau, avec une petite desquamation, une petite collerette hyperkératosite périphérique. Ça oriente plus vers un Neville, alors que dans le psoriaire, c'est vraiment psoriasif. Bon, ça, c'était un aparté sur les Blaschkites. Et remarquez comment on est passé, hein, du lichen au lichen striatus à la Blaschkite. Ça, c'est le quotidien, mais c'est le raisonnement. Suite. Pelade. Ça donne quoi la pelade? Sur les ongles, classiquement. C'est un facteur de mauvais pronostic. C'est dans 10% des cas. Vous avez vu 10 pelades. Donc vous en avez vu une au moins avec un ongle pathologique que vous n'avez pas regardé. Ah non. Ça donne des ponctuations en dé à coudre. Elles sont légèrement plus grosses que dans le psoriasis et surtout, je trouve, plus homogènes. Elles ont toutes un peu le même aspect. Ce sont des petites nuances sémiologiques. Ne vous attardez pas trop dessus, mais sachez que c'est des ponctuations en dé à coudre dans une pelade. C'est plutôt de mauvais pronostic pour la pelade. D'accord? Et on a des formes beaucoup plus sévères. Et moi, j'ai vu cet enfant. Honnêtement, je ne savais pas ce qu'il avait. Il avait ces tonicodystrophies. Vous voyez, des ongles un peu fins, des stries longitudinales, des leuconychies, même une onycholyse transverse là sur le 5e. Très, très bizarre. Ce qui collait le mieux, c'est plutôt un lichen par le caractère légèrement atrophique de l'ongle. Et puis, en fait, il a développé une pelade 2-3 mois après. Pelade universelle. Donc, lui, il est rentré dans sa maladie peladique par l'atteinte inguéale. Bon, ça reste rare. Dans la dermatite atopique, ce qu'on va surtout observer, ce sont des lignes de Beau. Alors, il y a toute une littérature sur les ongles à dermatite atopique, disant qu'on trouve des anomalies inguéales dans 75% des dermatites atopiques. Je pense que c'est faux. Chez 75% des gens, on trouve des anomalies inguéales qui sont en fait des anomalies dans la norme. Mais là, ce sont des vraies anomalies par ces lignes de Beau, cet aspect en vaguelette qui correspond, vous voyez, qui correspond finalement aux poussées inflammatoires péri-inguéales. Donc là, il n'y a rien à faire que traiter l'ongle, que traiter la peau, pardon. À l'inverse du psoriasis inguéal, qui est une lésion spécifique de l'ongle. Les ongles et infections. Le plus classique, que vous ne voyez quasiment jamais en pédiatrie, sont les dermatophysies, ça se voit surtout chez les ados. Chez les tout petits, c'est rare quand même. J'ai dû en voir une récemment, mais c'est très très rare. Et là, vous avez cet aspect de leuconychie avec pachyonychie, donc ongle épaissi blanc, qui débute en distalité et qui va évoluer vers la racine de l'ongle. Là, quand vous voyez l'ongle du milieu, c'est 9 mois au moins d'évolution. C'était un ado, c'est 9 mois au moins d'évolution. Et là, vous avez en dessous une atteinte beaucoup plus profuse. L'extension est assez longue, on recherche toujours d'autres localisations. Ce qu'on va surtout trouver, ce sont des pieds d'athlète, des atteintes donc interorteil, essentiellement du 4e espace interorteil. Si vous avez de telles onychodystrophies, faites toujours un examen mycologique. C'est toujours. On part pour 6 mois d'antifongique par la bouche. Donc, il est normal qu'on ait une certitude diagnostique. Parce que quand vous aurez débuté le traitement, vous ne pourrez plus faire de prélèvement pendant 1 à 2 mois. Donc, si ça vous a l'impression que ça ne marche pas, ça devient très compliqué à prendre en charge. Donc, toujours un prélèvement mycologique. Si une atteinte de la matrice, c'est toujours traitement local et général. Pour au moins 3 mois, on réévalue au bout de 3 mois. Terbinafine. Alors, la terbinafine, nous, on n'avait pas l'AMM jusqu'à ce qu'on ait plus de griséfuline. Et donc, en 2 mois, c'était réglé. On a accès à la terbinafine chez l'enfant. Sont les mêmes protocoles à peu près que chez l'adulte, mais la dose est adaptée de plus de 40 kg, c'est un comprimé, 20 à 40, c'est un demi-comprimé, 10 à 20, c'est un quart de comprimé. À peu près, parce que c'est pas quadricyclable, c'est juste sécable. Donc, c'est la misile. Ce qui se discute, c'est le bilan hépatique et la numération. Et ça, alors, c'est sujet de discussion. Là, j'étais à un congrès européen la semaine dernière, c'était encore discuté. Il y a des études qui ont montré que économiquement, c'était affolant, ça coûte une fortune et que ça ne sert à rien. Si les gens font une hépatite, elle va être sévère, ils vont avoir mal au ventre. Donc, on attend qu'ils aient mal au ventre. C'est pas le fait de faire un bilan à 15 jours qui va nous dire qu'il ne va pas faire d'hépatite à 1 mois. Donc, en fait, c'est pas bien codifié. Moi, je ne le fais pas. En plus, les enfants, en général, je trouve, supportent beaucoup mieux les médicaments que les adultes. Donc là, on fait toujours traitement local et général. Ça, c'est un petit Algérien qui avait un déficit immunitaire sévère, avec une candidose cutanéo-muqueuse sévérissime.
Quand il avait des cures de triflucans, ça allait mieux. Et là, dans le candida, moi, j'en ai jamais vu des candidoses bénignes, inguéales chez l'enfant, on en voit chez l'adulte. C'est l'inverse un peu de la dermatophysie. Je vous rappelle, ça débute par un périonyxis avec atteinte proximale de l'ongle qui va évoluer vers la distalité. C'est souvent un aspect noir verdâtre de l'ongle. Et là, dans ce déficit immunitaire, vous avez un épaississement de l'ongle, donc une pachyonychie blanchâtre, avec un périonyxis extrêmement sévère. Bon, là, il y a tout un contexte. Vous voyez qu'il avait un muguet, qu'il avait une atteinte cutanée. Là, le diagnostic est assez simple. Nous, on appelait ça, enfin, c'était appelé à une certaine période la maladie des confiturières. C'est-à-dire qu'il y a l'humidité, le sucre qui favorise la prolifération du candida. Ce sont souvent des gens qui ont des mains humides, notamment des femmes de ménage qui utilisent des gants, vont avoir volontiers des candidoses. Ça évolue de façon très lente, mais ça peut donner des onychomycoses totales. Bon, les candidoses cutanéo-muqueuses chroniques sont rarissimes et c'est pas le message, c'est pas un message que je souhaite que vous reteniez. Les verrues peuvent donner des atteintes sous-inguéales ou péri-inguéales qui peuvent donner par compression des onychodystrophies. Celles qu'on va voir qui posent le plus de problèmes sont les sous-inguéales. Et vous les traitez comment? Vous traitez comment les verrues sous-inguéales? Vous n'avez jamais vu? Pas que vous n'avez jamais vu. Pas possible. Vous en avez vu, mais vous avez préféré de pas les voir pour pas les traiter. Tellement plus simple. Ben, ça se traite comme les verrues de la peau. Hein, moi, je mets que des kératolytiques. J'interdis dans l'équipe à ce qu'on mette de l'azote liquide sur les verrues. L'azote liquide, pour que ça marche, il faut en moyenne 3 à 6 applications espacées de 15 jours. Donc, il faut 1 mois et demi pour que ça fonctionne. Vous mettez un kératolytique, ça marche en 15 jours à 1 mois et demi. Donc, ça marche aussi vite, vous ne faites qu'une consultation et ça ne fait pas mal. Les enfants, quand ils ont leur première séance de cryothérapie, ils se serrent les dents. La deuxième, ils crient. La troisième, ils veulent même pas rentrer dans le cabinet de consultation. Ça fait horriblement mal. Moi, ça m'est arrivé que les parents me disent, moi, quand j'étais enfant, on m'a fait de la cryothérapie. Ça a marché. Oui, je dis oui, probablement. Ça vous faisait mal? Ouais, ça faisait mal, mais bon, souvent les enfants sont... Ok, je le fais à votre enfant, mais je vous le fais d'abord. Si vous acceptez, je le fais à votre enfant. Alors là, je vous garantis que je charge. Ça fait horriblement mal, l'azote liquide. Je sais pas si vous en avez eu, mais ça fait très très mal. Faites un test, mais au bout de 5 secondes, ça commence à faire mal. Et pour faire une verrue, il faut faire 20 secondes. Donc non, c'est de la maltraitance à enfant. Infection, donc il n'y en a pas trop en pédiatrie. Compression extrinsèque, ça vous pouvez en avoir. Compression par en dessous, ça souffle long. Par en dessus, ça fait une gouttière. Au-dessus de la matrice, parce que ça ne peut pas pousser sur un espace libre. C'est au-dessus de la matrice. Donc c'est assez simple, sémiologiquement. Premier exemple, celui-là. Intérêt de la téléexpertise. 5 ans, lésion soufflant longue du 4e orteil. C'est un peu dur, un peu fibreux. Vous pouvez dire fibrome, prenez pas de risque, ça peut être un fibrome. Mais la première hypothèse, c'est une exostose sous-inguéale. Donc, j'envoie une ordonnance de radio. Hop, on m'envoie la radio. Et vous voyez l'exostose? C'est le même orteil. Ici. Hein, donc, vous avez un petit morceau d'os qui pousse de façon aberrante et le traitement, il est chirurgical. Pauvre de téléexpertise, je l'adresse à l'orthopédiste, il est opéré. La vie est belle. Voilà deux autres exemples avec toujours, vous voyez, le même aspect, l'espèce de fibrome sous-inguéal qui souffle longue et à chaque fois, vous trouvez, ça se voit très bien en bas à droite, hein, vous trouvez un petit morceau d'os aberrant sur un orteil. Alors, quand vous regardez la littérature, il vous parle de maladies exostosantes qui touchent tous les ongles. Moi, je n'en ai jamais vu, j'ai toujours vu des exostoses uniques qui ne justifient pas de bilan. Ni bilan d'hypercalcémie, ni bilan génétique. On ne connaît pas trop l'origine et ça se soigne chirurgicalement. Des lésions gouttières, on a vu l'onychotyomanie ou tic de refoulement. Refoulement, c'est refoulement de la cuticule, c'est pas un refoulement psychiatrique. Là, c'est un petit qui avait des angiofibromes, qui avait une sclérose tubéreuse de Bourneville. Il avait l'atteinte du visage, il n'avait pas de lésion sur le corps, et il avait ces 2 petites gouttières du 4e orteil, et je pense que c'est, je ne sais pas, le 4e doigt ou le 3e, ou le majeur, je ne sais plus. Et en fait, ce sont des tumeurs de Koenen. Je vous rappelle, les tumeurs de Koenen, ce sont des petits fibromes, sus-inguéaux qui apparaissent plutôt à l'âge adulte.
Et donc, ça peut se révéler par des gouttières dans l'enfance. Juste un rappel, allez hop, ça part en vrille sur la STB. On a 4 symptômes qu'on peut voir. Hein. Les taches hypo ou achromiques, décrites comme en feuille de sorbier. Vous savez ce que c'est un sorbier? Non, bah alors posez-moi la question. Vous avez appris depuis tout le temps que ça avait un aspect de feuille de sorbier. Qui a été voir ce que c'était qu'une feuille de sorbier? Non, vous apprenez pour vos examens feuille de sorbier. C'était pas cité. S'il n'y a pas de sorbier au Maroc, peut-être. On a les angiofibromes du visage qui donnent des aspects de pseudo-acné, mais c'est pas, on va voir en photo, ce ne sont pas des acnés qui prédominent sur le nez. La plaque peau de chagrin qui est un fibrome en nappe et les tumeurs de Conen des ongles qui sont des fibromes sus-ingéaux. Donc voilà ce que c'est qu'une feuille de sorbier. Et vous avez déjà vu des lésions en feuille de sorbier dans la sclérose tubéreuse de Bourneville? Non, moi non plus. J'ai jamais. Alors moi, je vous ai montré celle qui pour moi ressemblait le plus à une feuille de sorbier, mais pas si évident que ça, vous êtes d'accord, hein. Donc parfois, il y a des signes comme ça qu'on répète et puis qui n'ont pas de grande pertinence. Voilà des taches hypochromiques de sclérose tubéreuse de Bourneville, l'une punctiforme, l'autre plus ronde, je dirais. Mais c'est surtout le nombre qui va être pertinent dans un cadre d'épilepsie. Voilà 2 enfants qui ont des angiofibromes du visage. Et le petit à droite m'était adressé pour couperose atypique. En fait, il était épileptique et c'est lui qui avait les ongles avec les gouttières sus-ingéales. Vous voyez, sur des tubes, là, il avait un aspect couperosique. Il n'a pas encore les tumeurs du visage qui apparaissaient un peu plus tardivement. Il avait juste un aspect d'angiome, finalement, de petit angiome du visage. Il y avait 1 ou 2 lésions de type angiofibrome. Les gouttières sus-ingéales, il n'avait pas d'autres lésions sur la peau. Une épilepsie, c'était une STB. Celui de droite est plus caricatural. Et vous voyez, ce n'est pas une acné, ce ne sont pas des kystes, ce ne sont pas des papules inflammatoires, ce sont vraiment des tumeurs finalement fibreuses, amartomateuses presque, hein, fixes dans le temps, pas du tout inflammatoires, du visage et du nez. Et ça ne touche pas le front, par exemple, ça ne va pas toucher le menton, c'est vraiment sur la zone médiane du visage. La plaque peau de chagrin, c'est cet aspect-là, d'aspect de plaque un peu peau d'orange, un peu mollasse. Là, c'était sur les lombes, qui est une lésion classique. On peut en avoir sur le front aussi. Donc, quand vous avez tous ces signes-là, le diagnostic est assez simple. Donc, les tumeurs de Conen, donc à gauche, celui que je vous ai montré, et ça sont des photos que j'ai prises sur Internet, parce que je n'en ai pas chez les adultes. Vous voyez, qui donne toujours la gouttière sus-ingéale, mais là, on voit vraiment le fibrome. Les ongles responsables de pathologie à distance. On l'a déjà vu chez des enfants, ça donnait quoi? L'eczéma de contact et la dermatophysie. Hein, l'enfant, il ne se gratte pas l'œil sur le chat, il le touche avec les ongles. Hein, donc l'eczéma au vernis à ongles, ça c'est classique, pensez-y, sur des lésions eczématiformes du visage chez un enfant non atopique ou chez un atopique qui a des lésions d'eczéma un peu inhabituelles. Pensez, demandez toujours, chez les jeunes filles évidemment, s'ils n'ont pas mis du vernis à ongles, même incolore, hein, ça peut donner des allergies. Alors, celle de droite, je crains qu'il y ait des allergologues ici, donc c'est pas grave, je vais taper un peu sur les allergologues. Un bon allergologue, c'est génial. Un mauvais allergologue, c'est pénible. Là, je pense que vous êtes tous d'accord, même les allergologues. Hein. Cette petite à droite, elle avait un eczéma au vernis à ongles, c'était évident. La chronologie, tout allait. Donc, je l'envoie à l'allergologue pour qu'il l'aide à choisir un vernis. Elle a le droit d'être coquette. Il fait son bilan, il confirme que c'est un eczéma au vernis à ongles. Mais je le savais. Et c'est chez Sephora qu'elle a trouvé la solution, puisque les vendeuses de chez Sephora ont testé des vernis avec elle, ils ont trouvé le vernis qui lui allait. Comme quoi, la vendeuse de Sephora, parfois, est plus compétente qu'un mauvais allergologue. Mais j'aime bien les allergologues, hein. Ça se passe très bien parfois. Dermatophysie, donc celle de droite, c'est le petit qui avait touché les chats. Hein, donc, vous voyez, la bordure inflammatoire périphérique, la guérison centrale. Donc là, il y a une petite atypie par cette espèce de gouttelette qui tombe, qui est un peu inhabituelle, mais on retrouve l'aspect classique d'une teigne de la peau glabre. Alors, on évite le terme d'herpès circiné. C'est la teigne de la peau glabre. L'herpès circiné, ça crée une confusion chez les parents parce qu'ils pensent que l'enfant a eu un herpès. Et même des années après, oui, il a eu un herpès et il est juste circiné. Si vous voulez en savoir plus,
vous avez ce livre remarquable de 300 pages sur les ongles de l'enfant, ou ce magnifique article écrit par des auteurs de prestige, une petite Marocaine de Rabat, qui était dans le service, et ça a été publié dans Perfectionnement en pédiatrie, donc c'est plus de la... Enfin, c'est plus simple. Celui-là est très intéressant dans le bouquin, mais alors il y a tout un tas d'items sur les jaunées dermatoses, les maladies du cuivre, enfin des trucs qui n'existent pas. Cas clinique 14. Une enfant ou un enfant qui a cette lésion depuis 4 à 6 mois et qui joue avec. Ça, vous en voyez. Ouais, un traumatisme, mais plus précisément, donnez le nom parce que je l'ai oublié là. Ah, j'ai un trou. C'est un dyspnosie, ouais, une dyspnosie labiale. C'est une lésion bénigne qui est effectivement considérée comme traumatique. C'est une hernie en fait de la muqueuse labiale ou gingivale. Et en fait, l'enfant va jouer avec. Et donc, ça va donner cette tumeur. C'est absolument bénin, mais ça s'opère. Hein, donc, le diagnostic différentiel, il y a tout un tas de tumeurs kystiques, comment ça s'appelle, les grenouillettes, par exemple, mais qui sont plus kystiques. Après, il y a tout un tas de tumeurs, mais qu'on va plutôt chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est essentiellement ce type de lésion que l'on va avoir, des nodules sessiles qui peuvent être légèrement pédiculés, vous voyez, comme à droite. Mais vous voyez, c'est vraiment le même aspect. En fait, c'est un peu épidermisé, donc ça donne un aspect blanchâtre en superficie, un peu en réseau, presque lichénien, hein, le réseau. Et puis, les enfants le disent assez facilement, oui, les parents disent oui, ils jouent avec. Donc, ça s'opère. Donc ça, vous pouvez en voir, c'est vraiment de la tumeur bénigne. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est ça. C'est ces petites tumeurs blanchâtres de la langue, souvent sur le bout de la langue. Ce sont des angiolipomes linguaux. C'est congénital, ça ne se transforme pas, et honnêtement, on ne sait pas ce que ça devient. C'est une entité qui est connue avant. Moi, les premières fois que j'avais vu ça, on m'avait dit c'est une tumeur d'Abrikosov qui, elle, s'opère. Et puis en fait, on a une littérature plus récente qui parle d'angiolipomes linguaux. C'est bénin, ça ne se transforme pas. Par contre, il semble que ça disparaisse avec le temps, puisqu'on ne voit pas ça chez les grands enfants ou chez les adultes. Donc, rassurez, petite tumeur blanchâtre qui peut être transfixiante, plutôt du bout de la langue, comme ces deux cas. Là, on passe sur un autre type de pathologie. Ça, c'est très très joli. Vous êtes d'accord? Petite, elle a ça. On est en plein été. Elle n'a pas mis de crème. C'est quoi? Stachy. Hein, apparition de plaques d'allure échymotique du bras gauche, genou. Échymotique, je suis pas sûr que ce soit échymotique, moi. Quelles caractéristiques cliniques, là? Des lésions pigmentées, mais la répartition, la distribution, elle est particulière. C'est les plis, c'est le bras et le creux poplité. C'est les zones découvertes, mais c'est surtout digitiforme. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui l'a tenu et qui avait quelque chose sur la main. Et on est en plein été, donc c'est un produit qui était photosensibilisant. Donc, ça s'appelle une photodermatose par procuration. Par procuration parce que c'est pas elle qui a le produit. Et quel produit pourrait donner ça? Lait, parfum? Ouais. Enfin, en plein été à la plage, on a rarement des parfums. Enfin, en France, les écrans solaires, certains qui contiennent des octocrylènes qui sont photosensibilisants, donc ils peuvent ne pas être photosensibilisants chez le parent, mais être photosensibilisants chez l'enfant, hein, parce qu'ils n'ont pas le même produit de protection solaire. On a ça, on a les anti-inflammatoires locaux, le kétome, qui donne des photodermatoses magnifiques. On a aussi le figuier, on a le citron, on a tout un tas de produits végétaux, hein, qui peuvent donner des photosensibilités comme ça. Donc là, pourquoi moi j'ai retenu cette hypothèse? Devant ce caractère, là j'avais mis, vous voyez, j'ai mis des commentaires. Hein. Le caractère digitiforme, l'insaisonnalité, la notion de période inflammatoire et là d'aspect pigmenté séquelaire. En fait, là, on est en phase de guérison de sa photodermatose. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Rien, c'est pas sympa. On donne des conseils, au moins. Donc là, je ne ferai rien, Nivea crème.
ou un autre, celle que vous voulez. De l'huile d'argan, si vous voulez, ça marche aussi. Ça marche très bien. Mais surtout, si ça reste, donc de bien faire une enquête, voir si avant les parents n'avaient pas utilisé des produits qui auraient pu photosensibiliser l'enfant. Et dans le cas, peut-être faire une enquête photodermatologique, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Et surtout, si ça se répète, là, il faudra voir l'enfant pour essayer de comprendre pourquoi, quel produit a pu lui donner ça. Hein. Donc là, on est dans une phase post-inflammatoire, de lésions digitiformes en période ensoleillée, donc photodermatose par procuration. Anna, 8 ans, suivie pour vitiligo. Là encore, elle revient de vacances. Et elle a ça. Donc elle a son vitiligo, cette espèce de lésion rouge infiltrée en aile de papillon au milieu de son vitiligo. Il y a peut-être un truc, oui. Je suis d'accord. Alors, dermite de contact, ça ne serait pas papuleux. Ce serait érythémateux, squameux. Elle a fait un coup de soleil bulleux avec cicatrice hypertrophique. Pourquoi coup de soleil bulleux? Parce que vitiligo, perte de toute photoprotection, pas de photoprotection appliquée, coup de soleil. Donc les vitiligos, on les photoprotège. Et comme on était sur une zone à fort risque de cicatrice hypertrophique qui est le sternum, elle a développé une cicatrice hypertrophique. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est rouge sur blanc sur marron. C'est beau la dermato. Donc là, on fait un traitement. D'abord, on rappelle l'intérêt de la prévention solaire et on met des dermocorticoïdes très forts, donc Clarelux pendant plusieurs semaines pour essayer d'affaisser la cicatrice. Si c'est plus important, on peut même faire des injections de corticoïdes intralésionnels. Mais là, ça a été uniquement avec des dermocorticoïdes très forts. Hugo, 6 ans, vous me voyez venir à chaque fois exposition solaire. Mais là, plus embêtant, il fait des bulles sur le visage, sur les oreilles. Progressivement, ça s'aggrave. Donc là, on est sur une photodermatose. Les photodermatoses, elles peuvent être extrinsèques ou intrinsèques, elles peuvent être immunologiques ou inflammatoires. Immunologiques comme le lupus, la dermatomyosite, mais on a les lucides qui ont des maladies inflammatoires. Et là, on a une des formes les plus graves finalement de lucide, qui est ce qu'on appelle l'hydroa vacciniforme. Vous avez sans doute entendu parler. Vous avez peut-être entendu parler de cette maladie une fois. Alors, c'est très, très rare. Hein. Ça apparaît souvent chez l'enfant. C'est prurigineux, douloureux. Ça donne des bulles sur les zones photo-exposées, initialement sur le visage, puis ça a tendance à s'étendre. Et là, ce petit, maintenant, il en fait sur le cuir chevelu. Alors les parents sont super vigilants. Et surtout, ça peut évoluer vers des cicatrices varioliformes, donc extrêmement affichantes au niveau du visage. Peut déformer dans les formes les plus sévères les oreilles, le nez, entraîner contracture des doigts, donc ça peut être dramatique comme évolution. Il faut faire une photoprotection. Le problème, c'est que c'est la lumière blanche qui est responsable de l'hydroa vacciniforme. Or, les photoprotecteurs, ça protège sur quelle partie du spectre? Les UV. Donc, nos photoprotecteurs ne protègent pas contre la lumière blanche. Donc, il faut un écran minéral, qui est le seul qui peut protéger intégralement contre la lumière blanche. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça régresse à l'adolescence le plus souvent. Mais il est tout jeune. Hein. Et donc ça m'amène vers la photoprotection de l'enfant, forcément. Parce que je vous rappelle qu'au Maroc, 300 jours d'ensoleillement par an. Et vous avez des phototypes de 2 à 6. Nous aussi. Hein. Là, vous reconnaissez les plages. Agadir en bas à gauche. En haut à droite, Saïdia. Non, c'était Saïdia. Et en bas à droite, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas Tanger, non? Et Saouira? D'accord. Non, c'est pas grave, on va pas se fâcher. Mais c'est 3 plages marocaines en tous les cas. Donc, bien photoprotéger un enfant, c'est d'abord savoir quand il faut le protéger et comment. Parce que souvent, on va dire comment, mais pas quand. C'est quand le pire? Le jour le pire? L'heure la pire? Le midi? De quel jour? Donc le 20 juin. Le midi, le 20 juin, le soleil est le plus haut dans le ciel. D'accord? Ça veut dire qu'en avril, c'est aussi dangereux qu'au mois d'août. Qui se protège en avril?
On est d'accord. Alors, important de comprendre un peu qu'on utilise notamment les produits de protection solaire. Je vous rappelle que l'ultraviolet, c'est de la lumière non visible. L'ultraviolet est très carcinogène. C'est pour ça qu'on photoprotège. Hein. L'UVA, photovieillit. Donc ça, c'est cosmétique. Mais ce qu'on voit, c'est la lumière visible. Et les infrarouges, on ne les voit pas non plus. Et ça donne quoi, les infrarouges? La chaleur. C'est grâce aux infrarouges qu'il fait chaud. D'accord? Donc, toutes les photodermatoses ne sont pas liées aux mêmes UV. D'où le problème des écrans solaires. L'érythème actinique, plus vulgairement appelé coup de soleil, c'est plutôt l'UVB. Et c'est pour ça que nos crèmes, qui vont gérer surtout l'UV érythémal, l'UV érythémal, c'est surtout l'UVB et un peu l'UVA. Donc, les crèmes sont actives surtout sur les UVB. Les photodermatoses, le photovieillissement, tout ça, c'est plutôt l'UVA, photodermatose, le lupus, les urticaires solaires, voire la lumière blanche pour l'urticaire solaire et l'hydroavaxiniforme. L'urticaire solaire, ça peut être l'UVA, ça peut être la lumière blanche. L'immunosuppression, c'est plus l'UVB. Les cancers cutanés, c'est plutôt l'UVB. Mais comme il y a plus d'UVA, en fait, on se rend compte aujourd'hui que l'UVA est aussi carcinogène que l'UVB par d'autres mécanismes. Et le risque oculaire, c'est surtout par l'UVB. C'est pas inintéressant de s'intéresser à l'indice ultraviolet. L'indice ultraviolet, ça a été créé par l'OMS pour sensibiliser les populations au risque solaire. À partir de 3, on considère qu'il faut une photoprotection. 6, le risque est élevé. 11, le risque est très élevé. L'UV minimal au Maroc, à Rabat, c'est quoi à peu près? Non, vous êtes prétentieux là. Doucement. 3. C'est-à-dire qu'un phototype très clair, à Rabat, devrait se protéger toute l'année. Hein, c'est ça le message. Un point important, parce que c'est pas clair, parce que il y a 0 minute dans notre enseignement sur la photoprotection qui touche juste toute la population. Il n'y a aucun lien avec la température. Ça, c'est important parce que à même indice ultraviolet, s'il fait 30, les gens se photoprotègent. S'il fait 5 degrés, les gens se photoprotègent pas. Or, le risque solaire, il est lié à l'inclinaison du soleil sur la Terre. Hein, il n'est pas lié à la chaleur. Ça, ce sont les infrarouges. Et les infrarouges, je vous rappelle, ça tient compte des infrarouges, et aussi de la chaleur qui a été emmagasinée dans vos murs ou dans la croûte terrestre. C'est pour ça qu'il fait toujours plus chaud en fin de saison plutôt qu'en début de saison. Et donc ça, ce sont des données issues de, je vous donnerai la base de données, il y a des données, c'est super intéressant, hein, météorologiques, d'UV, de tout un tas de données mondiales. Et donc en juillet, la température max moyenne est de 26 degrés, 26 degrés à Agadir, 29 à Marseille, alors c'est beaucoup plus au sud. Et l'UV max est 2 points supérieur à Agadir qu'à Marseille. En courbe, voilà les indices UV sur l'année 2022 à Agadir et à Marseille. Vous voyez, vous n'êtes jamais en dessous de 3 à Agadir. Jamais. Hein, le nadir est au mois de juin, normal, à Marseille et Agadir, parce que nous sommes dans le même hémisphère. Et les températures sont beaucoup plus élevées en moyenne à Marseille qu'à Agadir. Ce sont les courbes d'en bas. Donc, considérez au Maroc que le risque solaire, il est à peu près le même entre Tanger et Agadir. Si vous allez plus au sud, c'est différent. Le solstice d'été, c'est 20-21 juin, je crois que ça dépend des années. Et donc, le risque, il est le même le 21 avril et le 21 août. Je pense qu'au Maroc, c'est pareil, les petits footeux, leur tournoi de foot, il est le 21 avril, il n'est pas le 21 août. Et les gamins, ils passent leur journée dehors. Il n'y a pas beaucoup d'arbres sur les terrains de foot. Hein. Donc, UVA3 protection conseillée, l'OMS, donc c'est toute l'année au Maroc. L'indice UV au Maroc, 11,12 au niveau de la mer en juin-juillet, homogène au nord du Maroc à partir d'Agadir. Hein. Vous allez voir les courbes après, et ça augmente plus on se rapproche de l'équateur. Donc, alors, si vous, là, vous n'allez pas voir, mais toutes ces bases de données viennent des aéroports. Parce qu'en fait, les stations météo sont dans les aéroports, parce qu'ils en ont besoin pour en temps réel, et donc ça donne énormément d'informations. En haut, vous avez Paris, vous voyez, ça monte à 8, et ça descend. Ouais, vous voyez, là, nous, on est déjà à 3, là, ça va, on peut y aller tranquille. Hein, pas de protection, mais on descend à moins de 1, nous. Vous soyez à gauche, c'est Tanger, au milieu, c'est Marrakech, à droite, c'est Agadir, vous voyez, vous ne descendez jamais ou quasiment jamais en dessous de 3. Donc, photoprotection toute l'année, vous montez à 11. Donc, il faut penser aux vacances, mais ça, tout le monde y pense, mais surtout au sport. Hein, surtout que la sueur, on le sait, l'eau augmente le risque solaire de, je crois, près de 20%. Hein, donc, méfiance. On avait montré que les compétiteurs, c'était une catastrophe. Mais aussi les balades, les golfeurs, tout ça, faut se photoprotéger.
Nous, on a fait des études en France et ça, c'est moi, je l'ai fait il y a longtemps. On m'interdisait à l'époque de bosser sur l'enfant, donc parce que je devais faire de l'oncologie, donc je travaillais sur la photoprotection de l'enfance, qui était de l'oncologie. Vous êtes d'accord, hein? Mais et donc on avait fait des études dans des tournois de foot et des balades dans Paris pour montrer que le risque solaire est bien supérieur à ce qu'on évalue. Mais la courbe de la courbe de gauche est intéressante. SP, c'est le skin phototype, le phototype. 1, 2, 3, 4. Alors 1, sont les roux laiteux. 4, c'est le méditerranéen. Et on voyait le temps pour atteindre une DEM, une dose érythémale minimale, c'est-à-dire temps pour atteindre un coup de soleil finalement, en fonction de l'heure d'exposition. Et vous voyez, quand on commence à s'exposer à 10 heures, je vous rappelle que les midis solaires en France, à cette saison-là, c'est 14 heures, et ben quand on a un phototype clair, au bout d'une heure, on a atteint cette DEM, c'est-à-dire qu'à 11 heures, on a déjà un coup de soleil. Donc le dogme, il faut se protéger 2 heures avant, 2 heures après, n'est pas vrai si on s'expose toute la journée. Il faut se photoprotéger très très tôt, notamment chez les enfants. Et là, on a fait des balades avec un copain brésilien. Vous voyez, c'est sympa de faire de la recherche. L'étude chez les footballeurs, c'était à Auvers-sur-Oise. Et là, on a fait des études où on s'est baladé dans Paris pour montrer qu'en se baladant dans Paris, c'était un peu la catastrophe. Les nuages, très mauvais photoprotecteurs. Ça aussi, c'est l'étude qu'on a faite avec Marcelo. Jusqu'à 75% de couverture nuageuse, l'indice UV est le même. 75%. Si vous avez des cirrus, ça amplifie le risque. Donc, vous voyez, les nuages, c'est pas notre ami. L'ombre, c'est un très mauvais photoprotecteur. Alors, on n'a pas fait la grande mosquée de Rabat. Ça aurait été mal vécu. Ça aurait été mal vécu si on avait dit que ça photoprotégeait mal. Mais on l'a fait devant Notre-Dame de Paris. 50% de photoprotection. Si on l'exprimait en indice de protection solaire, ce serait combien? 50% de protection, c'est un indice de protection solaire de... Allez-y, lâchez-vous. 50? Vous l'avez tous en tête, je suis sûr. 2. C'est un indice de protection solaire de 2. C'est interdit à la vente. Hein? On va y revenir sur l'indice de protection. Donc ça, c'est l'albédo, vous savez, la mer, la montagne, l'altitude, la qualité des sols, tout ça amplifie le risque solaire. Le vent n'a évidemment aucun impact. Donc ça, quand vous expliquez la protection solaire, il faut bien expliquer ce risque. Parce que les parents, vous leur expliquez ça, ils vous disent, bon, qu'est-ce que je mets pendant les vacances? Là, vous avez un peu les boules quand même. Et surtout, vous leur expliquez qu'il ne faut pas que l'enfant s'expose. Et sa réponse, ça va être, qu'est-ce que je mets comme écran solaire? Vous avez remarqué, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein, je vous rappelle que l'écran solaire, c'est pas fait pour se photoprotéger. C'est si on n'a pas le choix, on est obligé de mettre ça. Et c'est vraiment la dernière possibilité. Donc ça, déjà, quand vous avez expliqué, quand ils ont compris que dès le mois d'avril, il faut qu'ils protègent leur petit footballeur qui va toute la journée au foot, c'est déjà la moitié du parcours qui est fait. Moi, je trouve qu'il y a un message qui passe bien et les mamans comprennent bien, c'est il faut pas que votre enfant ait un coup de soleil. Je trouve qu'ils comprennent, je sais pas pourquoi, mais ils comprennent ce que ça veut dire. Hein? Non, j'ai peur. Donc, comment protéger? Bah, on va pas rentrer dans les détails, il n'y a pas vraiment de détails. Éviter d'exposer aux heures chaudes. Les heures chaudes, j'ai mis entre guillemets. Non, pas les heures chaudes, c'est le midi solaire, on est d'accord, hein. C'est pas quand il fait, c'est pas 16 heures. Préférez l'ombre, qui est pas un très bon photoprotecteur, mais c'est un photoprotecteur stable dans le temps. Les écrans solaires ne sont pas stables dans le temps, et en fait, au bout de 2-3 heures, on est probablement à moins de 2. Les vêtements photoprotecteurs, bien sûr, des petits gamins qui vont, quand vous allez à Agadir, vous y allez plus souvent que moi, à 11 heures, tout le monde est torse nu en train de jouer au foot sur la plage d'Agadir, hein, et il faudrait se protéger. Le produit de protection solaire, évitez le terme crème solaire. Parce que crème solaire, pour beaucoup, c'est le monoï, qui est juste de l'huile pour amplifier l'effet. Hein. Dites produit de protection solaire ou crème de protection. Le message, il est plus clair. Alors, pas de cabine de bronzage, évidemment, chez les enfants. Et on considère qu'un enfant de moins de 3 ans n'a pas à voir le soleil. Vous lui donnez de la vitamine D, il n'a aucune raison de voir le soleil. Il ne doit pas avoir de coup de soleil avant 3 ans. Il a été montré clairement que les coups de soleil dans l'enfance, c'est le principal facteur de risque de mélanome à l'âge adulte. Hein? Donc vous avez là vraiment une mission importante. On adapte la photoprotection au risque. Un petit enfant de phototype 6 n'a pas besoin de la même photoprotection qu'un enfant de phototype 2. C'est du bon sens. Mais il faut parfois la rappeler parce que on a des enfants de phototype 5 qui ont de l'indice 50+. On va y revenir sur les indices parce que ça aussi, c'est pas très clair. Mais pas chez les dermatologues non plus, rassurez-vous. Donc plus important sur les phototypes clairs, chez les enfants qui ont de photodermatose, type lupus, droit vacciniforme évidemment. Patients à risque de cancer cutané, on va essayer d'être plus vigilant.
chez un enfant qui a un parent qui a eu un mélanome très tôt, par exemple, chez un enfant qui est couvert de névus, chez l'immunodéprimé, l'Xeroderma pigmentosum, évidemment, l'Xeroderma pigmentosum, c'est la lésion du milieu. C'est une photoprotection qui est majeure, hein, ce sont des enfants qui ne doivent pas voir la lumière. En cas d'utilisation de médicaments photosensibilisants, alors nous, on est surtout confrontés à la tolexine et à l'isotrétinoïne chez les acnéiques. En fait, ça ne pose pas vraiment de problème. Faut juste les prévenir. Parfois, je baisse la dose, notamment d'isotrétinoïne, pour que ça se passe mieux. C'est important aussi d'adapter aux objectifs du patient. Les enfants qui ont la peau claire toute l'année, ils veulent bronzer. Moi, il y a eu des messages de l'Académie des sciences, du syndicat des dermatologues, comme quoi le bronzage, c'était une maladie. Non, le bronzage est une maladie. Si on ne revient pas bronzer de vacances, on a passé des vacances pourries, vous êtes d'accord? Quand même un signe de bonnes vacances et de bonne santé, le bronzage. Non, enfin, il faut éviter ces dogmes et cette dictature des anti-soleil. Prévenir du photovieillissement. Il y a une étude qui vient de sortir, menée dans les campings du Languedoc, par l'ARS du Pays d'Oc, qui a montré que sensibiliser les patients au photovieillissement était plus efficace que de les sensibiliser au cancer de la peau. C'est marrant, avec une rémanence du message qui était valable à 1 an. Super intéressant. Et chez les adolescentes, moi, ce que je leur dis, c'est, en regardant la mère avec un peu de mépris dans les yeux, mais avec un coup d'œil, si tu continues comme ça, dans 10 ans, on te demandera si ta mère est ta sœur. Ah, la gamine... donc la maman le prend mal, mais bon, c'est pas très grave. Non, mais c'est un moyen de les sensibiliser au photovieillissement. Hein. Donc pas de coup de soleil. Je vous rappelle que le coup de soleil n'aide pas à bronzer, parce que ça aussi, c'est dans l'imaginaire collectif. Il faut avoir un coup de soleil pour bronzer. Ça ne sert à rien, on peut faire des coups de soleil si on est bronzé. Hein. Ça n'aide pas à bronzer. Donc on adaptera aussi au terrain, chez les sportifs, on va mettre plutôt des crèmes, pas des produits huileux. Parce que si vous lui mettez de l'huile et qu'il transpire, bah, c'est l'effet vinaigrette, ça va couler, c'est pas très agréable, donc mettez des crèmes. Il y a des crèmes pour peau à tendance acnéique, il y a des crèmes pour peau à tendance atopique, donc avec moins de conservateurs, avec moins de parfum. On va être moins sévère sur des phototypes sombres que sur des phototypes clairs, et puis on adapte aussi au budget, parce que ça peut coûter très très cher. L'indice de protection solaire. Que veut dire un indice de protection solaire 50? Parce que vous préconisez du 50+, que quand vous dites du 50, c'est du 50+, il faut le savoir, il n'y a quasiment pas de 50. C'est que du 50+, mais vous ne savez pas de combien ça protège. Hein? 15 ou 20? Non, on peut s'exposer 60 fois plus que si on n'en mettait pas, avec un 50+. On peut s'exposer 30 fois plus, à risque équivalent avec un indice 30. Autre façon de le dire, il ne reste que 1/30e des UV qui passe à un SPF 30 et 1/60e des UV avec un SPF 50+. Autre façon de dire, un SPF 30 protège de 96% des UV, parce que vous avez fait le calcul vous-même, et un indice 50+ de 98% des UV. Donc la différence, elle est à la marge. Donc chez un enfant sain de phototype 3-4, vous mettez un SPF 30, qui est plus cosmétiquement, mais un adulte aussi, hein, plus cosmétiquement agréable et beaucoup moins cher. Donc c'est triple bénéf. Vous photoprotégez bien avec un produit agréable et qui n'est pas cher. Le 50+, vous allez le réserver au lupique, au Xeroderma pigmentosum, à l'Iroa vacciniforme, sachant que bon, ça ne marchera pas si c'est pas un écran minéral. Donc, en France et en Europe, il y a une convention qui considère que les produits de protection solaire doivent être au minimum d'indice 30. C'est pour ça que je vous dis que l'ombre n'aurait pas été vendable. Un SPF à 2, c'est pas vendable. La limite ça marche un peu sur les UVA, mais c'est moins bien codifié. Une grosse limite des écrans de protection, et c'est pour ça que certains vont dire vaut mieux mettre un 50+, c'est que la décroissance, elle n'est pas linéaire avec le temps. Elle est sinusoïdale, entre guillemets, et donc ça va rapidement chuter au bout de 2-3 heures. C'est pour ça qu'on demande de répéter. Et je ne sais pas si vous avez vu, surtout vous mesdames, parce que vous messieurs, vous n'en mettez pas, mais vous avez des crèmes de jour avec un indice de protection solaire à 15 ou 30. Vous le mettez allègrement à 8 heures, à 10 heures, ça ne marche plus. C'est pour ça que moi, ça m'énerve, ces produits. Vous avez l'impression d'être photoprotégé, alors que quand il y a du soleil, ça ne marche déjà plus. Donc il faudrait en remettre, il faudrait le mettre à 9 heures, puis à midi, et le répéter dans l'après-midi. Hein.
Alors là, évidemment, les vendeurs de cosmétiques, mais oui, c'est ce qu'on leur conseille. Non, ils vendent des produits et ça devrait être interdit, ce genre de commerce. Hein, donc, pensez bien à ça quand vous conseillez des indices de protection solaire. Si les enfants sortent faire du sport, dites-leur bien de le mettre une demi-heure avant. S'ils vont à la plage, qu'ils le mettent avant d'aller à la plage et pas en arrivant. Parce qu'une maman qui a 3 enfants, il y en a 2 qui courent à l'eau et l'autre qui se fait coincer pour la crème. Mais pendant 20 minutes, les autres, ils sont... c'est la vraie vie, vous êtes d'accord, hein, ça se passe comme ça. Donc, qu'ils mettent avant de partir sur toutes les zones. Hein, vous avez tous eu des coups de soleil sur le dos du pied en mettant des sandales. Parce que vous avez oublié de mettre sur le dos du pied. Ah oui, parce que c'est important. Hein, donc, sur les enfants, expliquez bien ce que c'est que d'appliquer la crème solaire. D'accord ? Donc, s'ils ne sont pas allergiques, pas d'éviction spécifique, nous, en dermato, on va voir La Roche-Posay, Riage, qui vont nous vendre des super produits de protection solaire, sans ci, sans ça, sans parfum, sans truc. Et moi, je leur dis, mais le jour où vous inventerez un produit de protection solaire qui a l'odeur de mon œil, on mettra enfin vos produits de protection solaire. Plus ça sent bon, plus on les applique, plus c'est agréable, plus on les applique. Hein. Donc, adaptez vraiment à la personne. La galénique adaptée à l'activité, mettez plutôt des crèmes, évitez tout ce qui est huileux, parce que en principe, quand on s'expose au soleil, on a plutôt tendance à transpirer et l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Les écrans minéraux chez les tout petits, sur l'hydroa vacciniforme, sur les photodermatoses liées aux UVA, on l'a vu, le lupus, la dermatomyosite par exemple, donc plutôt un écran minéral. Et seul un PPS agréable sera bien utilisé. Ça, c'est vraiment un message clé à mon avis, notamment chez les adolescents. Donc, avant l'exposition, répéter sur toutes les zones découvertes, choisir avec le patient ou les enfants. Moi, je ne peux pas lui dire lequel est le mieux pour vous. Le mieux, c'est celui déjà que vous pourrez vous payer. Donc, si je leur mets la Rolls-Royce de La Roche-Posay ou du Riage, ils pourront pas pour les 3/4 de mes patients. Donc, quelque chose qui est adapté financièrement, cosmétiquement aux patients. Et globalement, on n'aime pas trop les sprays en photodermatologie, parce que les sprays, en fait, c'est facile à mettre, mais on ne sait pas où on applique les produits. Donc les gamins, ils vont s'en faire un peu comme ça, comme un peu de l'eau de toilette, mais en fait, ça ne protège pas très bien. Et ce sont souvent des sprays huileux, et là encore, problème, huile et transpiration. Donc, conclusion, éducation en photoclimatologie, expliquez bien, ça c'est important, si vous avez compris, vous arriverez à passer un bon message. Comprendre les produits de protection solaire, ne pas s'acharner à mettre du 50+, ça ne sert à rien. On adapte aux patients et surtout un conseil équilibré. On n'interdit pas à un ado d'aller au soleil en été. C'est pas possible, j'ai entendu ça. Hein. On n'interdit pas, c'est à nous de nous adapter à lui. Et pas à lui de nous adapter, de s'adapter à nous. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Mais ils veulent pas les mettre, donc il faut trouver le bon équilibre. S'ils peuvent les mettre, s'ils veulent les mettre, ça se passe. Après, je crois que ça dépend aussi des parents. Hein. Si les parents montrent aussi un peu l'exemple, si la maman est en bikini hyper light et tout, et que le gamin il est dans sa camisole, ça passera pas. Donc moi, ceux chez qui ça marche, j'ai vu, c'est quand le papa, par exemple, mettait un vêtement anti-UV sur le haut, par exemple. Ça passe mieux. Bah 3 ans, parce qu'avant 3 ans, ils doivent pas voir le soleil. Bah, s'ils voient le soleil, il n'y a pas de limite d'âge, il faut les photoprotéger. Mais moi, j'ai vu des choses... C'est comme ça. C'est comme ça. Ils n'ont pas besoin... Non, je crois qu'il y a eu des études historiques, justement, ces coups de soleil très précoces. Alors après, il faut fixer une limite. 3 ans, c'est aussi l'entrée à l'école. Donc je pense que historiquement, ça a été fixé aussi vis-à-vis de ça. À 3 ans, ils vont sortir, ils vont être en cours de récréation. Et moi, j'ai une photo, là, je vous ai pas montré, mais je me souviens, j'étais à Malte, je crois que c'est à Malte, où un papa faisait du sport à midi avec son gamin qui était blanc comme un cachet d'aspirine en mer, enfin, sur le bord de la mer. Alors déjà, dans les clubs, c'est interdit de faire en mer des activités physiques. Mais c'est scandaleux, quoi. C'est affolant. Et en Australie, les gens portent plainte contre ces gens-là. Ils sont dénoncés, ces gens-là, en Australie. Bon, c'est un peu excessif. Mais il faut de l'éducation et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Quoi. Mais c'est aussi votre rôle. Hein. Non. Alors maintenant, il y a certains labos qui développent dès 6 mois. Alors moi, je me souviens, c'est La Roche-Posay, je crois qu'on avait développé à partir de 6 mois et qui avait dit on a besoin de conseils pour la promotion. Je lui ai dit non, je ne vais pas vous soutenir. Moi, je considère que c'est une ineptie de faire un écran solaire dès 6 mois parce qu'à 6 mois, ils n'ont pas à aller au soleil. Et je ne peux pas transmettre un message comme quoi on peut utiliser votre produit.
Hein, donc j'avais fait une conférence, mais qui était restée très avec ce message, c'est qu'ils n'ont pas, mais que si vous n'avez pas le choix, vous pouvez utiliser. Les démocorticoïdes, ceux qui me connaissent savent que j'adore, je suis fan. Hein, on l'a vu quand c'est mal appliqué. Et celui-là, je l'ai vu récemment et je voulais juste vous montrer aujourd'hui, bon là on parle pas de la dermatite atopique, actuellement on a des traitements qui sont exceptionnels. Ce monsieur, il a 39 ans, il a une cataracte bilatérale, une atrophie cutanée majeure, vous voyez, hein, ses cicatrices à l'emporte-pièce, un purpurat de Batman, des vergetures épouvantables. C'est un patient qui a une dermatite atopique, qui a des dermocorticoïdes quotidiens depuis 35 ans. Donc, c'est vrai que nous, on est très rassurant. On est rassurant tant que c'est fait raisonnablement. Hein. Donc, méfiez-vous parce que si c'est fait de façon non raisonnable, avec des quantités inadaptées, bah, il faut essayer un traitement oral. Je sais que vous êtes très limité pour l'instant au Maroc. Le mieux, c'est le méthotrexate, probablement, qui n'est pas disponible. Alors maintenant, nous, on a tout un tas de nouvelles thérapeutiques qui sont exceptionnelles, qui sont hors de prix. On en voit encore, il y en a marre. Faites le ménage à Jemaa el-Fna, à Agadir, partout. Hein, le tatouage noir devrait être interdit. Il est interdit en France, mais c'est fait, évidemment. Ça devrait être interdit, le tatouage noir. Ça donne de magnifiques... Alors, par contre, pour les photos, c'est super, vous êtes d'accord, hein, ça donne des magnifiques photos. Celui-là, je vous l'ai peut-être déjà montré, c'était mon plus beau. Et j'ai appris à un congrès au Maroc que cet enfant s'était fait arnaquer. Parce qu'il y avait le scorpion et le cobra, et on lui avait dit que c'était son prénom en arabe. Et c'est pas du tout son prénom en arabe, on m'a dit, en fait. Hein. Il s'appelait Arthur, et ça voulait dire autre chose, je sais plus. Mais c'était une arnaque. C'est Félix? Ah, bon, on m'avait dit autre chose. Donc c'est un vrai prénom, alors. Donc c'était pas une arnaque. Il s'appelait, d'accord, donc peut-être qu'il s'appelait Félix. Enfin, quand je sais plus comment il s'appelle, je les appelle Arthur. Alors, quand c'est catastrophique, ça peut être... Alors là, c'est une ado. Je pense qu'elle est un peu simplette, quand même. Elle avait déjà fait 2 eczémas au henné noir. Elle avait fait une couleur noire des cheveux, qui contient aussi du PPD. Elle avait fait un eczéma du cuir chevelu. On lui avait dit, plus jamais ça. Elle refait. Donc c'était bulleux, c'était joli, hein. C'était très très joli. Vous voyez des bulles qui suivent le tatouage. Mais bon, il y a un moment, on peut plus rien faire. Bon, je vous récupère pour les questions, ceux qui dorment. Vous avez des questions sur ça, sur autre chose? Oui. Alors, dans le psoriasis de l'enfance, c'est hors AMM. Donc, en principe, c'est 2 fois par jour en phase inflammatoire et 1 fois par jour, en proactif, c'est 2 fois par semaine. Souvent, chez le petit enfant, on va surtout toucher le visage. On sait que les UV potentialisent l'effet des inhibiteurs des calcinurines, tacrolimus ou pimecrolimus, donc je le fais 1 fois par jour et souvent c'est suffisant. Et alors avant, vous savez, on fait plus toute décroissance, hein, c'est jusqu'à guérison et après traitement proactif. Ouais, 2 fois par semaine. On appelle la week-end thérapie pour ça. Ah, moi, je peux vous en faire encore, hein, si vous voulez. Hein. Donc, on va faire 5 minutes pour voir est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour la dermatologie pédiatrique en général, des questions courtes avec une réponse courte. Là, ils sont perdus. Bah, tout est clair, c'est magnifique. Ils sont perdus. Donc, tu as encore... Moi, si vous voulez, moi, j'en ai encore d'autres. Hein. Parce qu'il y a une communication après. Alors, j'avais sorti... Pour ceux qui n'étaient pas là, Murnep, dermatologie néonatale, infection grave de l'enfant. Puis à Casa, j'avais fait My System, je l'avais sorti, je me suis dit, tiens, vous voulez qu'on fasse quoi? Les 2 sont disponibles, donc je vais leur poster. Infection grave? Oui. Ouais, je crois que c'est important parce que la dermato, c'est quand même associé à la bobologie, ça m'insupporte. Et en même temps, on va parler de l'antibiothérapie aux urgences. Donc ah oui, alors moi, je ne parle pas du tout de traitement. Je ne parle pas du tout de traitement. Donc, en fait, vous avez un président de votre société savante qui est un réanimateur, un grand réanimateur, et qui me dit, mais en dermato, tu n'as rien à nous dire en réanimateur. Et aux urgentistes. Non. Bah, je vais montrer que oui. Alors, l'herpès, vous connaissez, c'est pas grave.
Là, c'était destiné aux urgentistes et aux réanimateurs. Mais je vous rappelle, ça peut toucher toutes les localisations. C'est classiquement une des maladies du baiser, en plus de la mononucléose infectieuse. Mais comme les parents ont tendance à embrasser à peu près toutes les parties du corps de l'enfant, on peut en avoir sur les doigts, sur les orteils, sur les oreilles, sur le cuir chevelu, voire sur les fesses. J'en ai même vu sur le gland, parce qu'il y a un rituel judaïque, lors de la circoncision, il y a succion par le rabbin. Donc on peut avoir aussi des herpès du gland dès les premiers mois de vie. Donc c'est pas grave, hein, je vous rappelle. Ça touche préférentiellement, ça on va aller rapidement dessus, HSV1 zone orofaciale, HSV2 organes génitaux, et c'est pas si simple que ça, comme vous le savez. Le important, ça c'est pour vous, c'est pas de l'urgence. L'éruption en bouquet, c'est comme la varicelle, l'herpès. C'est d'abord une macule érythémateuse qui devient vésiculeuse, qui se trouble, qui s'assèche et qui tombe. Il y a des laboratoires qui veulent vous vendre des produits asséchants. Pourquoi assécher quelque chose qui sèche tout seul? Et en plus, ce sont des produits à base de talc. Je ne vais pas les citer parce que le labo va encore revenir vers moi. Non, parce que ce labo-là, un jour, m'a dit, mais vous avez dit ça en conférence? Je lui ai dit oui, effectivement. Un, vous ne servez à rien, et deux, ça donne des infections graves, comme je vais vous montrer. Et ça guérit sans cicatrice. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça, c'est la même, hein, je vous rappelle, ça donne des primo-infections, des récurrences, c'est la même petite, c'est assez sympa parce que je l'avais vu pour sa primo-infection, pour ses récurrences. Hein, je vous rappelle, primo-infection, gingivostomatite, parfois extrêmement sévère, empêchant l'alimentation, justifiant d'une hospitalisation. Les récurrences sont peu symptomatiques, bien qu'elles aient quand même une récurrence assez sévère, touchant les deux lèvres inférieures et supérieures. Donc on a quand même des formes graves, notamment chez le nouveau-né, c'est pas le sujet là, et les néonatologistes n'ont pas besoin de nous pour gérer ça. Les problèmes, c'est l'arrêt de l'alimentation chez les tout-petits en cas de gingivostomatite, donc on les hospitalise uniquement pour les nourrir et les hydrater. L'atteinte ophtalmologique, puisque ça peut donner des taie cornéennes notamment, hein, donc avec des conséquences définitives. Le Kaposi-Julusberg, vous maîtrisez le Kaposi-Julusberg? Ouais, donc dermatite atopique et dermatite acantholytique comme le pemphigus, maladie de LLM, maladie d'Arié, herpès extensif rapidement évolutif, 42 températures. C'était mortel avant la cyclovir. Ça ne l'est plus. Les zones problématiques qui peuvent poser des vrais problèmes pour vous. Une adolescente avec un herpès, c'est toujours une contamination sexuelle. Toujours. La seule question, c'est est-ce qu'il était volontaire ou non. Et là, vous avez un rôle majeur. Et l'autre complication, c'est l'érythème polymorphe. Donc l'herpès, ça peut être grave quand même. Donc voilà, hein, ça peut empêcher l'alimentation. On peut imaginer que ces deux enfants aient plus que du mal à s'alimenter. Et donc là, c'est hospitalisation. Zovirax ou pas Zovirax? IV. Si vous mettez du Zovirax, c'est IV. Hein. Là, oui. Vous allez gagner quoi? Une demi-journée. Allez, une demi-journée. Donc rien. Absolument, ça ne va pas faire dégonfler. Oui, parce qu'en même temps, vous donnez des antalgiques, que vous les chouchoutez, qu'ils sont dans une atmosphère chaleureuse. On a l'impression, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Après, sur une gingivostomatite extrêmement sévère, on a du mal à ne pas en mettre. Si vous voulez traiter en principe un herpès grave, c'est toujours intraveineux. Hein. La biodisponibilité est bien meilleure en intraveineux qu'en oral. L'atteinte ophtalmologique, avis ophtalmo-urgent, oui. Non. Ouais. Ouais. Et donc la cyclovir. Le valacyclovir, pas la cyclovir. Le valacyclovir, c'est le Zélitrex, qui a une meilleure biodisponibilité que la cyclovir, qui a une biodisponibilité très aléatoire. Donc, quand on est un peu mou, on se dit on a envie de faire, mais on sait que c'est pas utile, on met oral. Si on veut être efficace, il faut mettre IV. Non, en principe, non. Je crois pas. Et sauf erreur, ils sont pas sécables, les comprimés. Donc l'atteinte ophtalmologique, c'est l'ophtalmo qui va décider ce qu'il faut faire. Hein, c'est au moins un cyclovir local. Après l'IV, en général, ils mettent pas d'IV.
Le Kaposi Julusberg, dermatite atopique, dermatose acantholytique, primo-infection ou récurrence. On peut faire des Kaposi Julusberg récurrents. Moi, j'en ai vu que chez des adultes. Alors, il y a tout un continuum entre l'herpès extensif et le Kaposi Julusberg. L'herpès extensif, c'est un herpès qui évolue, semble-t-il, de proche en proche, rapidement, qui va donner, par exemple, une atteinte céphalique. Le Kaposi Julusberg, c'est une virémie. Donc là, on a une atteinte de tout le corps. Et on a 40 de température. Là, c'est Zovirax-IV, il n'y a pas le choix. Et en soins locaux, j'aime bien mettre au savon. Je vous rappelle que les antiseptiques ne servent à rien, sauf pour des gestes invasifs. Un antiseptique marche une demi-heure, après ça ne sert plus à rien. Donc dans un Kaposi Julusberg, dans un herpès, ça n'a aucun intérêt. Herpès à localisation génitale. Chez le tout petit, c'est très peu probable. Alors là, celui de gauche, on se posait la question d'un déficit immunitaire associé parce que c'est un herpès qui avait été documenté, qui est extrêmement profus et qui évolue depuis plus d'un mois. Donc a priori, il y a un déficit immunitaire associé. À droite, c'est typiquement les parents qui embrassent les fesses de leurs enfants. Quelle idée ont les parents d'embrasser les fesses de leurs enfants. Non mais... Ouais, vous l'avez. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent oui, bah on aime bien quoi. Ça s'appelle l'amour parce que sur le ventre c'est moins amoureux que sur les fesses. Oui, bah ne le faites pas si vous faites de l'herpès récurrent, d'accord? L'érythème polymorphe, on va passer rapidement dessus. Là, c'est un sujet en soi, l'érythème polymorphe. Je vous rappelle, c'est des éruptions en coca qui peuvent être plus ou moins inflammatoires, toujours bulleuses, sauf dans les formes très inflammatoires comme à droite, qui peuvent donner des atteintes buccales. Quand on a une atteinte buccale, ça ne veut pas dire qu'elle est herpétique, puisque dans l'herpès, c'est post-herpétique. Alors que c'est souvent lié en fait au mycoplasme chez l'enfant, le plus souvent. Hein. Donc on ne traite pas l'herpès. Je sais qu'il y a des collègues qui traitent assez systématiquement, parce qu'il y avait une étude il y a 20 ans qui trouvait par PCR amplifié des fragments de génome d'herpès dans les lésions d'herpès polymorphe, d'érythème polymorphe. Donc, on fait l'herpès et on développe une semaine, 15 jours après, cet érythème polymorphe, donc des lésions en cocarde qui peuvent être fébriles, prédominantes sur les convexités, relativement symétriques, qui peuvent toucher les muqueuses buccales, muqueuses oculaires, mais aussi muqueuses génitales et anales. Donc là, c'est wait and see, on n'a pas de traitement de l'érythème polymorphe. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. La varicelle, ça peut être mortel, avec des lésions dermatologiques. On ne fait pas que de la bobologie. On est capable, en une demi-heure, de faire des diagnostics brillants. Non, 5 minutes. Vous allez voir. Donc, c'est pas grave. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça le devienne. Effraction cutanée, prurite, ébranlement immunologique, activation, inhibition, multiples produits iatrogènes appliqués, talc et équivalent antiseptique. Enfin, c'est l'idéal pour faire des complications si on prend mal en charge. Et je vous rappelle, la lésion alimentaire, c'est comme l'herpès. Il n'y a pas besoin de mettre des produits pour que ça disparaissent, pour pas les citer, comme le citélium, par exemple. Je les citais pas. Mais surtout pas, je vais vous montrer des beaux exemples. Bon, ça peut être un peu sévère. Moi, ma petite dernière, elle a été cueillie par son petit frère avec une varicelle. J'ai pas su quoi faire. Elle avait 1 mois de vie, elle a fait une varicelle. Je sais pas si ça vous est arrivé. Votre enfant, l'enfant des autres, on sait le gérer. Mais le sien, on sait pas le gérer. Donc là, j'ai appelé une collègue, je suis paniqué, là, qu'est-ce que je fais? Bon, elle avait 3 vésicules, elle était protégée par sa mère. Donc là, la varicelle du nouveau-né, c'est un preuve de néonatologie, ils sont bien meilleurs que nous. Elle peut être profuse, varioliforme et nécrotique. Floride ou profuse, oui, on est dans la finesse, là. Vous traitez ou vous traitez pas? Pourquoi? Non, pas sur une classique. Sur une nécrotique, oui. Mais sur une classique, mais le petit de droite, on l'a traité. Il avait 1000 lésions. En plus de l'eczéma, il avait une impétiginisation du visage, il avait 42 températures. On l'a traité, mais j'étais pas convaincu. Attendre. Mais la question n'est pas est-ce que ça peut apporter, c'est est-ce qu'il a été montré que ça apportait quoi que ce soit. Si, il y a des études qui montrent que ça n'apporte rien, ça a été montré. Dans ce cas-là, on traite toutes les varicelles parce qu'elles peuvent toutes stricto sensu se compliquer. Je vais vous montrer des exemples. C'est pas le Zovirax, ça va faire gagner une demi-journée. Ça va pas faire gagner grand-chose. Sur la cicatrisation,
Sur le prurite, ça n'a pas montré que ça réduisait la durée du prurite. Si vous voulez qu'il ne se gratte pas, vous le mettez sous Atarax à la seringue électrique, à la rigueur. Hein. Là, il va pas se gratter. Et vous mettez du Doliprane, la température va chuter. Donc, à gauche, c'est très nécrotique. Quand c'est nécrotique, c'est souvent surinfecté à staph. Donc là, on va traiter, mais par antibiotiques. Alors que sur une varicelle classique, comme les deux à droite, on le fait. Mais on le fait parfois. On le fait par abus, ou alors on le fait peut-être bien, mais je ne sais pas. Mais ça nous arrive. Alors, on a des complications immunologiques simples, comme des urticaires, des œdèmes aigus hémorragiques. C'est facile, ça. Antihistaminique, repos, ça rentre dans l'ordre. On peut avoir l'œdème aigu hémorragique. Oui, d'accord, je vous ai mis les diagnostics. Ça peut se compliquer. Là, c'était varicelle plus un pétigo. Facile. D'accord? Ça, c'est du classique. Là, quand on met du citélium, un pétigo, il est déjà plus cogné. L'acéthélium, quand il s'assèche, on se rend compte que c'est du talc. C'est de la silice. Je vous rappelle que le talc est interdit sur les varicelles. Ça favorise notamment les abcès. Donc là, c'est un impétigo probablement, enfin c'est un impétigo sévère, hein, favorisé par un agent cicatrisant. Et ça, c'était une scarlatine, mais j'ai vu aussi une nécrolyse épidermique staph liée à une varicelle. Donc on peut vraiment avoir toute la gamme des complications bactériennes. Et là, à droite, application d'un agent asséchant, abcès. À gauche, apparemment, il n'y en avait pas. Hein, donc on peut vraiment avoir des complications vraiment iatrogènes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mettez le moins possible. Alors, certains disent qu'on met un tel produit, ça gratte moins. Ouais, je pense qu'une douche gratte moins aussi, une douche plutôt pas trop chaude gratte moins. Des gants que vous mettez au frigo vont aider à moins gratter aussi. Hein, il y a d'autres choses. Là, nécrolyse épidermique staph. Donc ça, c'était pas une varicelle, c'était une vraie nécrolyse épidermique staphylococcique avec cet aspect caractéristique. Et là, on est très très fort en dermatologie. Parce que comme nous, on rentre chez nous le soir, contrairement aux pédiatres, et que les enfants arrivent le soir, les enfants arrivent avec un rash scarlatiniforme, cogné, 40 de température, on le garde, on le sent pas. Et comme on le sent pas, on les scope. Donc le lendemain, comme vous voyez à droite, il y a le scope, et puis le scope s'est détaché. Donc c'est une maladie bulleuse, une nécrolyse épidermique staphylococcique. Et là, vous avez vraiment l'aspect caractéristique, avec l'aspect orangé péribuccal, c'est squame un peu radiaire péribuccal, c'est quasi pathognomonique de la nécrolyse épidermique staph. L'érythème rosé à peine visible sur le corps avec rehaussement dans les plis et décollement épidermique. Ce qui est aussi intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'atteinte des lèvres. Hein, je vous rappelle que la toxine de la nécrolyse épidermique staph cible la desmogleine 3, desmogleine 1, pardon, qui n'est présente sur les hémidesmosomes que sur la peau et pas sur les muqueuses et les semi-muqueuses. Donc il n'y a jamais d'atteinte muqueuse ou semi-muqueuse dans la nécrolyse épidermique staphylococcique. Ah là, ça chauffe là, hein. Varicelle, et il saigne de partout. Du nez, de la bouche, de la peau. C'est quoi? Là, ils avaient déjà le diagnostic. Pancytopénie, liée à la varicelle. Hein? Donc, transféré en réa, transfusion, immunomodulateur, je crois, c'est rentré dans l'ordre. Ça chauffe encore plus. Et là, la pédiatre, qui est partie à la retraite, peut-être un bien finalement, m'appelle, elle me dit, elle a été très zen sur la dermato. Bon là, jeune enfant, il a la varicelle, il y a un petit purpura qui s'accentue un peu, mais ce serait peut-être bien que tu le vois quand même. Ouais. Et je lui dis, méningo. Pourquoi méningo? Le diagnostic, c'est quoi? Purpura fulminans. Purpura rapidement évolutif. Non, c'est pas la méningococcémie. C'est un déficit en protéine S et une varicelle. Donc là, j'étais très fier parce qu'ils ont testé, une demi-heure après, le labo m'appelle, 0% de protéine S. Et c'est un déficit qui est acquis lors de la varicelle. C'est un déficit immunologique en protéine S. Donc là, transfert en réanimation immédiat. Hein, c'était SAMU, transfert à Robert Debré, plasmaphérèse, aucune séquelle.
Pas mal pour un purpura fulminans, hein, parce que... Mais là, il a été pris très très tôt en charge. Vous faites ce que vous voulez. Attendez, moi, j'ai sauvé ce gamin. Ça me suffit. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Tranquille. Non, mais ça me choque pas que vous mettez... Mais je sais que vous ne pourrez pas vous en empêcher, de toute façon. Donc, vous allez faire votre... C'est la ceftriaxone, c'est ça que vous faites? Une petite dose, ça dure 24 heures, vous êtes tranquille, vous dormez mieux. Là, c'est un déficit, c'est un purpura fulminans sur varicelle associé à un déficit en protéine S. Faites ce que vous voulez après. Hein? Donc, il y a eu des séries rapportées. Donc là, une série, par exemple, de 52 cas. Vous voyez, le VZV était assez fréquent. C'était en fait, il est montré que ce sont des synthèses d'anticorps antiprotéinèses probablement induites par le virus. Donc VZV souvent, HHV6 parfois et souvent inconnu aussi. Donc quand c'est pris en charge, c'est pour ça que moi je suis très fier de notre observation, parce que vous voyez hein, dans cette série, 14 cas d'amputation, 15 cas de greffe cutanée, 17 cas de thrombose veineuse. Nous, il est sorti indemne, le petit. Donc pensez-y, parce qu'il faut aller très très vite. Il n'y a pas que le méningo qui donne des purpura fulminans. Les traitements proposés, le mieux ça reste la plasmaphéreuse quand on peut la faire, semble-t-il. Il était proposé l'héparine, la corticothérapie, le plasma frais, vous voyez, des immunoglobulines polyvalentes, des facteurs de la coagulation. En fait, on est un peu démunis, c'est une vraie urgence vitale. L'idéal, c'est la plasmaphéreuse. Et vous voyez, personne n'a mis d'antibiotiques. Je veux pas, personne n'a mis dans l'étude. Je ne sais pas s'ils l'ont juste pas rapporté. Donc la clinique, c'est un purpura rapidement extensif. Ce qu'on voit nous aux urgences et qui m'exaspère, c'est dès qu'il y a 2 petites lésions de purpura, ceftriaxone, purpura fulminans. Non, le purpura fulminans, c'est vraiment ce que je vous ai montré là. Hein, c'est pas les 3 taches de purpura qu'on voit dans n'importe quelle méningococcémie. Biologie, déficit en protéine S. Vous faites TPTCA, protéine S, protéine C, ce qu'on peut avoir aussi des déficits en protéine C. Et là, 0% de protéine S. Diagnostic facile pour l'hématologie. Donc ça, bon, c'est l'arbre diagnostique. Je pense qu'on va plus avoir trop le temps, donc on va aller rapidement. Mais voyez, varicelle récente, 5 heures après le début de l'éruption, fait le dosage, transfert immédiat. Dans les 12 heures, en fait, il a eu la plasmaphéreuse, cet enfant. Donc ça, c'est top. Voilà, là, des cas dramatiques qu'on trouve dans la littérature. Pourtant, c'est avec le HHV6, pourtant une grande équipe, hein, Necker, mais une copine, Olivia Bocara, qui a écrit ce terrible papier. Autre purpura fulminans viraux, protéine C, déficit en protéine C congénitale et SMV, ça c'est du grand classique, déficit en protéine S acquis et SMV. Donc on a d'autres, mais pensez à protéine C, protéine S, si vous voyez un tableau viral avec une méningococcémie, avec un purpura fulminans. Covid-19, il y en a eu de rapportés, hein, parce qu'on est encore, je ne sais pas si vous en avez beaucoup actuellement, mais on en a pas mal en France. Ça revient bien. Et dans l'avion, j'étais un peu agacé parce que j'entendais pas mal de gens tousser. Je trouvais que. Ouais. Voilà, donc ça sont des cas qui ont été rapportés dans la littérature de purpura fulminans de l'adulte, hein, vous voyez. Covid-19, en dehors du PIMS, ça donne des maladies graves. Ça, on a rapporté des érythèmes polymorphes. Et non, depuis, ça c'était le tout premier cas qu'on avait rapporté, une interne de pédiatrie de l'hôpital. Un érythème polymorphe post-Covid. Hein, donc on a des formes sévères de Covid. Ah ben j'avais des diapos sur érythème polymorphe, on va peut-être s'arrêter. Hein, ouais, on va s'arrêter là, je pense. Merci beaucoup.